Bonjour à tous dans cette première émission de Beyond the Game, donc sur la saison 1. Évidemment, si vous avez un peu suivi, on a fait 2 tests cet été. Mais là, c'est vraiment le tout début, c'est le lancement du projet. Je vais un peu vous en parler avant de démarrer. Et donc, juste quand même, avant de commencer, je suis avec Aurélien qui va m'accompagner encore une fois Bonsoir. sur cette interview. Finalement, ça vaut aussi pour tous les nouveaux qui arrivent aussi, mais aussi pour la vidéo YouTube qui sera en replay. Petit rappel de Beyond the Game, l'idée c'est vraiment de construire un projet d'interview de personnes qui travaillent dans le jeu vidéo. Actuellement, on vise quand même un peu Lyon parce que on est finalement dans l'association Lyon Game Dev, mais on a quand même envie de pousser plus loin, plus tard, on verra. Mais en tout cas, actuellement, on reste dans le bassin lyonnais et il y a tellement de profils dans tous les cas à interviewer que c'est du pur bonheur à chaque fois. Donc, pour rappel, hein, on en a fait 2. La première, c'était avec un développeur de Million Victories. La deuxième, c'est avec Lucie, qui est lead world designer à Ubi Stockholm, anciennement à Ivory Tower. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Mado Olved, qui est narrative director à Miklo Studio. Donc, on va démarrer un peu tout de suite. Si Martin, tu veux bien nous lancer. Faut pas oublier qu'on a Martin aussi à la régie, qui gère C'est tout, ça. derrière en bac et qu'on remercie chaleureusement. Bonjour Mado. Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Je suis ravie d'être là. bon, déjà, comment tu le sens actuellement? Moi, c'est ma petite question au début, j'aime bien. C'est la première fois que je fais ça, mais ça va, vous mettez à l'aise, donc ça va. C'est le but. C'est le but, c'est vraiment, et ça vaut aussi pour tout le chat, mais c'est une ambiance chill qu'on souhaite mettre en place aussi. Zéro pression, il n'y a pas besoin de se forcer à dire des choses. Enfin, s'il y a des choses que tu ne sens pas de dire ou autre, n'hésite pas à juste le signaler. Nous, on passera tranquillement à autre chose. Pareil sur les questions, n'hésitez pas à interagir évidemment dans le chat avec nous, mais soyez toujours bienveillants, c'est important de continuer à juste garder une ambiance chill et détente. Il y a zéro pression, donc c'est parfait. Est-ce que avant de commencer, tu veux rajouter un truc, Aurélien? Non, 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 bah, pour moi, j'ai rien de plus à rajouter. Très content d'être là ce soir, ravi d'accueillir Mado, et puis voilà. Moi, j'ai hâte de te découvrir Mado. Eh bah, Avec ça plaisir. on va commencer par une première question toute simple, mais pourtant si difficile à Ouais. expliquer finalement, de te présenter. Toi? Bah écoute, c'est parti. Je m'appelle Mado, j'ai 26 ans déjà. J'ai commencé dans le jeu vidéo il y a à peu près 5 ans, en 2016, à Old Skull Games à Lyon. Et aujourd'hui, je suis narrative director à Miklo, mais auparavant, j'étais narrative designer et marketing manager à Old Skull Games. Donc j'ai un parcours assez atypique là-dedans. Euh, voilà. J'ai travaillé du coup sur des jeux mobiles pour Old Skull Games. Mhm. Et maintenant, je travaille pour des jeux PC, console, avec Miklo Studio. Comment tu as réussi à un peu atterrir à Outscale Game? C'est quoi un peu ton petit parcours avant, juste histoire de bien cibler Alors avant Old Skull Games, pour moi, je viens d'une école de commerce. J'ai fait Mhm. 5 années dans l'école de commerce, 3 ans en bachelor, une première année en master en marketing et une deuxième année où j'ai fait une passerelle pour faire du digital, marketing Mhm. digital et branding. Et puis, et en fait, à la fin de mon bachelor, j'avais plus de sous pour payer mon école. Donc, il fallait trouver une alternance. Et moi, j'ai toujours été passionnée par les jeux vidéo. Mhm. Je viens à la base d'un milieu plus jeu de rôle, rôliste et du théâtre. Et du coup, le jeu vidéo fait partie de mon enfance depuis toujours. Et j'ai proposé en fait, Skull Games, d'amener de la communication et du marketing dans leur boîte à l'époque où ils étaient à peine 13. Et j'étais la 15e personne de Skull Ah, Games. c'est assez fou, hein. OK. Waouh! La vache! C'est assez Donc, fou. Pour un peu cibler, pour remettre aussi un peu de contexte, Old Skull Games, c'est une boîte dans laquelle je travaille d'ailleurs actuellement. Mais on est 65. C'est pour ça que quand Mado dit je suis la 15e, ça fait une sacrée expansion, surtout pour un studio de jeux vidéo. C'est vraiment oui. impressionnant. En tout cas, ouais, non, c'est clairement ça. C'est assez ouf, quoi, Et d'arriver à j'ai Skull. passé un entretien avec des gens que certainement, Nicolas, maintenant, tu n'as jamais vus en fait. C'est quasi sûr. C'est quasi que je sais de nom, mais non, en effet, que j'ai pas vu.
C'est intéressant. J'aimerais bien savoir, au niveau de l'alternance, t'avais réussi, t'avais eu du mal à prouver à part Old Skull Games quand tu postulais dans le jeu vidéo directement? Oui. Oui, Ouais, oui, parce que, je viens pas d'une école de jeux vidéo. ouais. J'ai triché, hein, mon parcours dans le narrative design est assez, atypique, je vous raconterai après. Mhm, Mais, pour rentrer dans une école de jeux vidéo, soit on est pistonné dans une grosse boîte, surtout quand on vient du commerce, en fait. On est pistonné dans une mhm, grosse boîte en disant: «Non mais là, elle, c'est une élève sérieuse». Parce que, ben, les écoles de commerce ont cette, comme toutes les écoles payantes, cette, mauvaise réputation de si tu payes, tu ton diplôme. Donc en fait, mhm, si quelqu'un te pousse pas dans une grosse boîte, ben, c'est compliqué. Et les plus petites boîtes, le système indépendant garde cet aspect indépendant et du coup: «Non, non, non, on veut pas de marketing». Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à All Skull, je suis arrivée en disant: «Non mais je ferai pas du marketing, je ferai juste de la com». Et, mhm. et en fait, non, j'ai menti. Et du coup, au final, ça s'est développé. Mais c'est vrai que c'est difficile, en fait, d'arriver en disant: «Mais il faut du business, si vous voulez vous développer, il y a pas forcément que du mauvais business». Et, Mhm. et du coup, ouais, c'était super dur, trop. Et Ok. auparavant, bah, j'ai bossé à l'INRA, dans Weda, une boîte enfin, à l'INRA, genre Vignes et Vins, Weda pour faire c'était, des logiciels de médecins. Hmm. Intersport où j'ai vendu des vêtements pendant 6 Mhm. mois et des chaussures et puis, un cybercafé pendant 3 mois où j'ai vendu des Magic et fait des LAN de League of Legends le soir, quoi. Voilà. Ok. C'était tes jobs étudiants, ça, du coup, pendant que Non, t'étais c'est en mes cours. jobs qu'on a en enfin étudiants. Oui et non parce que c'est obligatoire en école de commerce. D'accord. Hmm. Ah, La ok. première année. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Moi, j'ai une question. Je sais que les narrative designers vont péter un câble, mais Mado, le narrative design, est-ce que c'est pas finalement que faire un scénario de jeu vidéo? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Qu'est-ce que Est-ce que qu'est-ce je que peux c'est le quitter narrative la design si réunion? c'est pas ça? Moi, je j'approuve pas forcément cette question, mais bon, vas-y, hein, vas-y, réponds. Bah, qu'est-ce que le narrative design selon moi? Oui. Déjà, parce que, il y a pas une seule, bonne réponse. J'ai un chien. Une seule bonne réponse. Pour moi, mon métier, mon métier, c'est vraiment de faire le pont entre une histoire qui existe et le game design. Et le narrative design, c'est le pont entre les 2. Hmm. Ça va dans un sens et dans l'autre, en fait. Et c'est vraiment rendre interactif cette histoire qui est basée, qui est écrite, Mhm. grâce à des règles que le game design a réalisées, en fait, en amont. Et en fait, c'est un dialogue entre les 2 et savoir Mhm. comment rendre de manière interactive cette histoire, à travers des dialogues, à travers des features, à travers un système, à travers, des écrans de chargement, à travers enfin voilà. C'est vraiment un gros bloc, mais pour moi, c'est vraiment un pont entre les 2. Et Mhm. souvent, bah, comme tu l'as dit, on se méprend, on dit: «Bah, faut écrire un Mhm. scénario». Non, déjà, on écrit une histoire Mhm. et on voit ce qu'on en fait pour après le rendre interactif à travers le jeu. C'est vraiment du narrative design. D'accord. C'est ça qui est intéressant en fait dans notre média, Mhm. par rapport à du cinéma ou quoi, le jeu vidéo, c'est un peu de la 4D d'histoire en fait. D'un coup, on Ouais. va être acteur de sa propre histoire et ça va tout changer et c'est là où c'est intéressant. C'est que les émotions, on n'est plus passif ou pris dans une histoire linéaire. On va pouvoir choisir que là, bah, dans le film: «Non, non, le caméraman montre pas ça, moi je veux que tu me montres ça et je veux aller parler à telle personne parce qu'en fait le héros, du film, je m'en fiche un peu». Et puis en fait, c'est ça, c'est ce côté intéressant entre les 2 qui me plaît. Ok. Voilà. Ok. Trop bien. Et du coup, dans un, dans un studio, concrètement, en tant que narrative designer ou, enfin oui, bah, purement, oui, mais c'est une journée type sur ce poste, ça pourrait correspondre à quoi? Enfin, comment tu arrives un peu à ta journée, à la construire? Avec qui tu interagis aussi? Enfin, un peu tout ça. Qu'est-ce que tu fais finalement au sein d'un studio quand tu es narrative designer? Alors déjà, ça dépend du format Hmm. et du scope de ton jeu. Typiquement, à Old Skull Games, c'était des jeux mobiles. C'était très cadré et à la fois, très ouvert sur les différentes missions que j'ai pu faire, en fait. À l'inverse, chez Miklo, Hmm. il y avait pas vraiment de cadre, il y avait une intention et donc il a fallu traduire cette intention en jeu. Donc, il y a pas une journée type. Voilà, on parle de Sarah Beaulieu, une collègue, avec qui j'ai pu travailler. Je suis persuadée que si vous l'interviewez, elle vous dira l'opposé ou voire Hmm.
complètement différent de ce que je fais. Et pareil avec plein d'autres narrative designers, parce que justement, comme on l'a dit avant, le narrative design, il y a un peu un fourre-tout qui s'est créé là-dedans. En fait, un narrative designer, il écrit une histoire, en fait, il écrit des dialogues, des cinématiques. C'est plein de métiers. Il y a plein de métiers dans la narration. Narrative designer, il est vraiment là pour faire le pont entre les deux. Donc, pour moi, des choses clés qui me sont arrivées comme mission à Old School Games, qui font pour moi plus du narrative design que du writer ou du script writing, ça va être par exemple le design des mini-games avec notre directeur, game director, à l'époque qui était Andreas, pour qui, Mado, on est dans un avion et il me faut des mini-jeux. Qu'est-ce que tu trouverais logique comme mini-jeu qui va avec le thème en fait de l'histoire? Ok. Faire un jeu avec une map monde, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a des choses un petit peu intéressantes là-dedans de création de features, création de mini-games qu'on va pouvoir faire ensemble, récupérer d'autres jeux, d'inspiration, voir si c'est intéressant. Parce que des fois, ça peut servir l'histoire, mais est-ce que c'est vraiment fun dans l'idée du jeu? Oui ou non? Est-ce que ça dessert ou non le thème? C'est plein de questions à se poser. À l'inverse, chez Miklo, on va plus être sur, ok, j'ai une base d'histoire et d'univers. Je suis arrivée pour bosser sur Outzer Ocean of Time. C'est une licence Outzer qui a plusieurs années, qui a vu déjà un premier jeu sur PC, puis des jeux sur mobile, avec une mise à jour en plus du premier jeu PC. Et du coup, c'est complètement différent parce qu'il a fallu attraper tout ça et dire, ok, maintenant j'ai 3 mois pour faire en sorte que cette histoire, cet univers soit compris en interne et en externe. Donc c'est créer des structures, des schémas. J'ai pas un schéma là type, mais par exemple, si vous prenez la galaxie de Zero Ocean of Time aujourd'hui, vous essayez de faire des chemins types, et en fait, vous voyez le genre de carte qu'on a pu créer avec la game designeuse, qui représente les différents chemins du jeu, qu'on appelle flow, et ça crée un flowchart. Et ça, c'est quelque chose que nous, en narrative design, on fait, des flowcharts. C'est-à-dire quelle est l'expérience utilisateur à travers l'histoire découpée en fonction des besoins aussi de game design et de l'histoire. Je sais pas si c'est très clair. Mais aussi, j'ai eu à écrire une histoire, un synopsis, un thème, des dialogues, etc. Mais ça, c'est D'accord. moins pour moi et pour beaucoup d'autres gens. C'est moins le pur narrative design. C'est des choses qu'on fait avec parce qu'on se dit, de toute façon, il faut écrire du contenu. Mais c'est moins du narrative design. Bah, ça me fait rebondir, mais sur quelque chose que tu m'as déjà dit il y a pas longtemps, et tu me disais, mais en fait, il y a plein de branches dans le narrative design, enfin, sans me tromper, hein, mais ce que tu me disais, c'est qu'il y a potentiellement plein d'endroits différents, qu'il n'y a pas que le narrative design, c'est ce que tu essayais un peu d'expliquer, mais du coup, concrètement, c'est quoi un peu les intitulés un peu à droite à gauche, enfin, de toutes ces branches? J'ai pas mon cours en face de moi, mais en En gros, rappel, mais pour faire en simple. rappel, tu vas avoir ceux qui créent vraiment l'histoire. Donc, tu vas avoir les writers, les auteurs, les écrivains, qui eux vont vraiment faire du world building et créer leur univers. Ensuite, il va y avoir ceux qui vont créer plus, qui ont donné la voix aux personnages, donc, qui ont été créés, donc les scriptwriters ou les screenwriters, ça dépend du format, qui vont être plus, parler de, prenons Game of Thrones, ce personnage, on va lui faire plus de dialogue et comment on va lui donner vie, et on va faire ci, on va faire ça. C'est plus, c'est le type de scénario en fait que le scriptwriter peut faire. On va avoir les personnes qui donnent vie à cet univers et ces personnages, donc plus dans la cinématique. Donc on va avoir des cinématic designers, des sound designers, des artistes, les animateurs. Toutes ces personnes-là sont impliquées dans la création en fait de cette narration et de contraintes narratives qu'on va pouvoir avoir. Évidemment, on va avoir aussi les game designers qui sont eux plus les techniciens autour de cette histoire. Quand je parle vraiment de la narration, hein, pas du projet. Donc plus autour en disant attention, guideline, il faut pas qu'une cinématique fasse plus d'1 minute 30. Attention, on peut pas faire un niveau avec plus de 5 objectifs. Attention, voilà. Ça va un peu être ceux qui vont structurer tout ça. On va avoir les narrative designers qui, eux, vont un peu chapeauter tout le monde en disant attendez, oubliez pas, le thème de base, nous, ce qu'on voulait raconter, c'était ça. C'est bien beau d'avoir pondu 300 pages en tant que writer, mais maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça fait, quoi? Attention, scriptwriter, là, ton script, il est trop long. Le cinematic designer, il va pas marcher. Enfin, voilà, c'est un peu chapeauter tout ça. On va avoir aussi toutes les... je l'ai dit, animation, artistes, donc tout ce qui est environnemental, storytelling. Donc eux, ils vont plutôt donner vie et proposer des choses parce que nous, on les a briefés avant. Dans cette région, il se passe ci, il se passe ça, il y a tel conflit, il y a telle chose qu'on a envie de montrer comme émotion.
et tu peux avoir des trucs très dirigistes en disant on veut une cathédrale avec des drapeaux déchirés et des lampes torches vertes, comme on peut avoir quelque chose de très simple, plus dans l'émotion, en disant bah voilà, on veut quelque chose une émotion de peur, on veut quelque chose comme ça, et puis après les artistes proposent et il y a des allers-retours. Mm. Mais toutes ces personnes, en fait, sont liées à la narration, qu'on le veuille ou non, et c'est important d'en parler, parce qu'on a vraiment ce problème encore aujourd'hui dans l'industrie de tu es narrative designer, c'est toi qui fais toute la narration. Et en fait, le prog, il s'en occupe pas, et en fait, le game dev, il s'en occupe pas, et tant pis, chacun son rôle. Non, non, il faut réussir à créer en fait un environnement où tout le monde fait partie de cette narration, parce que si on veut vraiment pousser la narration dans un jeu, il faut que ça se ressente partout en fait. Sinon, il y a des incohérences, il y a des illogismes, il y a des moments où en fait on va être complètement coupé dans une histoire, et c'est problématique quoi. En fait, ouais, c'est toute la difficulté et du narrative design, mais dans une équipe, d'arriver à faire comprendre et à faire interagir tout le monde sur qu'est-ce que l'histoire qu'on souhaite raconter, en tout cas l'univers qu'on souhaite partager. Et c'est un vrai travail en amont, finalement, en pré-prod ou autre d'un jeu, de Mm. vraiment définir avec évidemment l'équipe, mais d'arriver aussi au quotidien, pendant que la prod est lancée, que le jeu se construit, d'arriver à continuer à garder ce lien entre, bah, comme tu dis, le prog, le designer, le narrative designer, les artistes, Mm. et d'arriver c'est vraiment une vraie difficulté. Et très peu de studios en vrai qui arrivent forcément à garder cette homogénéité entre l'équipe, parce que finalement, bah oui, le narrative design il démarre très tôt, avant Ouais. que même les artistes aient pu encore impacter le projet. Les designers réfléchissent à des features, il faut tout de suite les mettre en lien, mais en même temps, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler en vrai sur des process pour vraiment intégrer sur des jeux narratifs Ouais. le narrative design, ou en tout cas l'équipe narrative design, quoi. En fait, le narrative design, pour moi, il intervient en même temps que la création, de la direction créative, en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué, parce qu'on va avoir une direction créative, forte, qui peut être soit, drivée par une ambition, du studio, d'un projet, soit par un besoin marketing, Mm. ou, business, en fait. En disant: «Bah, voilà, nous, on veut faire le prochain, je sais pas moi, le prochain FPS, narratif». Et de l'autre côté, bah, on est obligé de faire un FPS narratif. Bon, bah, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire pour faire ça? Donc, et ça intervient à cet endroit-là, en fait, parce que, pour moi, un bon jeu, c'est un jeu qui se partage, et du coup, ben, c'est en interne et en externe. Et si l'équipe ne croit pas en interne à ce qu'elle fait, ça va se ressentir dans le jeu final. Donc c'est pour Ouais. ça que la pré-prod sur certains jeux qui se disent narratifs ou très, portés sur la narration, heu, sont longs, oui. En fait, les pré-prod sont très longues pour ces jeux-là. Ok. Bah, c'est intéressant que tu pu éplucher un petit peu toutes les branches d'un studio qui peuvent toucher au narrative design de près ou de loin. Et justement, c'est quoi pour toi les qualités ou les points vraiment importants qu'une personne doit avoir si elle veut travailler dans une branche qui se rattache au narrative design de près ou de loin? Donc ça peut vraiment être, parce que tu disais, soit le narrative designer vraiment pur et dur, soit même le scriptwriter ou le game designer. La méthodologie. Je sais, Ok. ça fait pas rêver, hein. Non, Bah ouais, ouais, c'est mais clairement ça. Pour moi, c'est la méthodologie qui compte le plus, parce que, il faut tout prendre en compte. Et en fait, le souci qu'on a aujourd'hui dans certaines branches, c'est qu'on applique, on applique, on applique. Et si on n'a pas cette méthodologie-là avant en narrative design, en narration, de qu'est-ce que je dois avoir avant pour que, ce qui se passe après fonctionne bien, c'est Mm. difficile en fait. Si on ne sait pas faire des flowcharts, si on ne sait pas remplir un tableau Excel, si on ne sait pas faire partager ces documents à toutes les équipes, voilà, je travaille avec des documents très précis. Ces documents-là, je peux les partager à n'importe qui dans l'équipe. Ils savent en fonction de leur pôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils ne doivent pas regarder, pour pas les perdre en fait. Et ça, c'est super important. ok. On pense beaucoup que la narration, c'est fait très littéraire. Il faut écrire. En fait, on vous le dira tous, hein, mais le narrative designer, on travaille avec des tableaux Excel. On est obligé. Et, en fait, ça fait moins rêver sur le coup, mais c'est super important. Les flowcharts, pareil, hein, ça fait un peu peur. Il y a une bulle, puis on la rattache à une autre bulle, puis on la rattache à une autre bulle, puis à la fin, bah, on se retrouve avec une carte, on dirait une carte stellaire. Mais, voilà, cette méthodologie-là, c'est très important de l'avoir. Et je dirais en deuxième, l'écoute. Ok.
je le ressens beaucoup en fait, dans la production notamment d'Other Ocean of Time. Heu, les personnes ont envie de donner, Mmh. dans des studios indépendants, ils ont envie toujours de donner un petit peu d'eux-mêmes et le boulot du narrative designer, c'est pas toujours de juste, appliquer. C'est aussi de savoir écouter les gens et dire: «Bah, tiens, là, il y a une émotion forte, on pourrait la faire ressentir à travers tel personnage ou telle feature. Tiens, là, je comprends, OK, vous voulez donner ce sentiment de solitude, mais alors par contre, maintenant, on a une équipe à gérer, donc comment on fait, pour donner de la solitude alors qu'en fait, on est une équipe?» Il y a Mmh. plein de choses comme ça où je pense que l'écoute, c'est très important pour, remettre en question le projet, pour, faire participer les gens en interne. Mmh. Sans trop non plus, divaguer et sortir du thème et du travail, hein, mais pour moi, c'est vraiment 2 grosses qualités, qui sortent un peu d'un quelque chose de classique, quoi. C'est peut-être limite des soft skills, j'ai envie de dire, Ouais. heu, Mmh. vraiment nécessaires pour la narration et ouais, la méthodologie. Je dis la méthodologie parce que j'ai commencé à Old Skull. Tout m'est arrivé d'un coup, en fait, en narrative design et je devais vraiment gérer plein de nouvelles choses pour moi, qui venaient du marketing et ça m'a énormément plu et en fait, heureusement, bah, j'ai pu compter sur, notamment les cinématic designers qu'il y avait à l'époque, les 2 cinématic designeuses, qu'on avait pour faire des méthodologies parce que du coup, on avait, c'était tout nouveau pour nous, en fait, pour le studio. Mmh. On savait pas, on n'avait jamais fait ce genre de jeu, on voulait tout donner et du coup, le premier jeu a été, vraiment une lourde production et après on a réussi à faire quelque chose d'un peu plus, on va dire systémique Mmh. pour, créer ce jeu, les autres jeux et du coup, ouais, c'est pour moi méthodologie et écoute, c'est la base. Si on n'est pas Mmh. capable d'écouter, ça sert à rien d'être narrative designer. En soft skill aussi, je dirais de mettre son ego de côté parce Mmh. que, Ça vaut pour proposer tous les métiers, ça, hein. ça vaut pour tous les métiers, mais malheureusement, on touche à de l'émotion. On touche à quelque chose qui n'est pas palpable Mmh. et par rapport à un codeur qui peut dire: «Bah, regarde là, si je fais ça, ça bug». Je peux pas le faire. Mmh. Là, on va être sur: «Regarde, je te raconte une histoire. Ah mais moi, elle me parle pas». Alors que pourtant, tu as parlé avec ton N+1 avant et tu l'as dit, il a dit: «C'était génial». Ah mince, bon, qu'est-ce qui te gêne? Et donc c'est là où je dis: «Il y a l'écoute, il faut creuser». Qu'est-ce qui va pas, en fait, Mmh. derrière? Et c'est notamment, bah, un des métiers aussi de la narration qui est autour de la production, qui est le script doctoring, où en fait les gens, c'est un peu voilà, c'est les docteurs du script et ils vont, un peu se fouiller dans tout ce qui existe déjà et dire: «Bah, qu'est-ce qui coince en fait? Quels sont les mots qui décrivent ce qui va pas, quoi?» Et c'est super aussi important d'avoir ça dans des prods. Il faut pas avoir honte en fait de dire: «Bah, là, je comprends pas. Mon histoire elle est nickel, le jeu fonctionne bien, mais les joueurs accrochent pas, ils skippent tout, l'histoire elle est pas comprise, et la fin elle tombe à plat, quoi». Et donc il y a des gens pour ça, pour aider parce que en fait les points de douleur sont difficiles à trouver en fait, par Mmh. rapport à un je dis pas que dans les bugs et les procs c'est pas c'est facile, mais on sait où chercher parfois, ou on Mmh. sait faire des Mmh. codes qui permettent d'aller chercher ça. Dans le narrative design, on touche à des sentiments, à, ça marche pas, j'aime Mmh. pas, ça me plaît pas, ça me fait pas rire, moi ça me fait peur, moi ça me fait ci. Et ces émotions-là, faut aller chercher d'où ça vient et c'est d'où l'écoute aussi, quoi. OK. C'est cool parce que du coup, tu as parlé un petit peu de communication et tu parlais du coup aussi, bah, enfin, c'est même ce que tu disais, les premiers points avec les documents qui circulent en interne sur chacun sait ce qu'il a à faire, où est-ce qu'il doit aller chercher les infos dans le document. Pour ça, du coup, tu formes des gens, tu leur dis, il faut vraiment que tu ailles chercher là, tu te concentres que sur ça. C'est des gens qui sont formés en fait pour lire ces documents que tu fais? Pas du tout. Il y a Pas il y du a tout? il y a une colonne avec écrit prog, artiste ou c'est OK, écrit pour eux. d'accord. Le but, c'est aussi que ce soit simple. C'est que, quand par exemple, on a un gros jeu, bah, voilà, Outzer, c'était vraiment une grosse narration. On Mmh. avait vraiment un gros doc et on m'a dit: «Mado, il y a pas grand monde qui a le temps de le lire, en fait, ce document». C'est là, en Mmh. fait, où la structure et la D'accord. méthodologie, rentrent en jeu. C'est, bah, voilà, maintenant je veux que les progs, les devs, là, ils sont en train de encore aujourd'hui, on travaille dessus, ils voient très bien où est-ce qu'on veut les mener, quelles Mmh. sont les conséquences de chaque chose, quels sont les prérequis de chaque, action, pourquoi, quels sont les personnages qui vont être trigger, à quel moment. Et ça, OK, c'est pour les devs, paf. Les artistes, OK, ben, eux, ils ont juste le suivi des backgrounds, le pourquoi, le comment. C'est très important ce genre de document. Donc, non, non, Mmh. il y a aucune formation à avoir. Le but, c'est que nous, en narrative design, on apporte les documents adéquats pour que n'importe qui se dise: «Je clique, je vois mon pôle, ce que je dois faire, la liste de ce qu'il y a, et si je veux parler à la personne qui a fait ça, bah, je sais où la contacter». OK, d'où le tableur Excel du coup, Exactement. OK.
Ah, ça reste quand même une feature à part entière enfin, s implémenter, une histoire ou alors des textes ou autres, mais qui ont une cohérence ensemble, ça vaut autant qu'une feature, enfin, pour certains jeux, tout dépend évidemment du type de jeu, mais ça vaut autant qu'une feature, on peut retrouver de monétisation, de gameplay ou autre dans un jeu. C'est tout pareil, enfin, c'est juste que c'est une autre couche ou en tout cas, c'est un design à part entière et c'est important, en fait, de le préciser parce que finalement, heu je pense que moi, je rajouterais tenace sur narrative design, enfin, en qualité, tu vas avoir, parce que c'est loin d'être simple de pousser le côté narratif que ce soit au sein d'un studio, mais aussi pour les joueurs. Je sais pas quelle expérience. Après, sur les prods que tu as pu avoir, les jeux étaient très narratifs peut-être, mais en tout cas, moi, je pense un peu à The Crew 2 ou où j'avais l'équipe narrative. C'était au second plan, quoi, très clairement. Et les joueurs te le font ressentir, le studio te le refait aussi un peu ressentir, on va pas se mentir. Et du coup, c'est quand même très frustrant d'être juste la cinquième roue du carrosse, à essayer de créer les meilleures histoires, les meilleures dynamiques, créer de la cohérence un peu partout, et de se rendre compte que finalement, ils skippent tout. C'est malheureux parce que on pense que le narrative design, c'est l'histoire. Hmm, Et quand on est histoire, on voit un livre. Mm. On voit un film, on voit. Non, en fait. Et Inari en parlera très bien. Tu peux faire clairement. du narrative design avec une feature de radio dans une voiture. Tu peux faire du Ouais, narrative design avec le bruit de tes fenêtres quand tu ouvres la voiture ou pas. Enfin, et c'est super important d'imaginer vraiment ce narrative design comme un fil rouge qui soutient en fait la direction créative. En disant, ok, vous avez une direction créative clé. Maintenant, moi, je vais rajouter des émotions. Je vais rajouter un thème tout le long qui va revenir. Et ça paraîtra intelligent. Typiquement, Hades, si on prend Hades comme jeu, Mhm. de prime abord, bon, c'est un shoot'em up bourrin dans un univers grec avec des Mhm. personnages charismatiques et tout. Et il y a une narration quand même qui est vachement forte pour ce jeu-là, puisque chaque run recrée de la narration en fait derrière, retravaille les personnages, on relance une branche qui est nouvelle en fonction de à qui on a donné des cadeaux, pourquoi, etc. C'est super sympa en fait. Et derrière, ben, ça t'empêche pas de jouer, ça t'empêche pas de kiffer les personnages, de t'attacher à eux ou non, de les détester, d'avoir envie toujours de partir de cet endroit, quoi. Donc c'est typiquement en fait quelque chose que les gens ont du mal à comprendre encore aujourd'hui, que le narrative design, c'est pas il était une fois dans la forêt de Brocéliande. Enfin, non, clairement. c'est pas notre but. Et les gens disent bah je fais des jeux de voiture, j'ai pas besoin d'écrire une histoire. Non, et c'est pas ce qu'on veut en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est une expérience narrative. C'est du narrative design, c'est pas un writer. Et donc si derrière, il faut créer des cinématiques, etc., autant qu'elles soutiennent un thème où les joueurs peuvent en fait se lier en fait avec. Ça, c'est important. Donc oui, tenace, je pense que oui. C'est important de le dire. Clairement. Après, j'ai mon petit cœur qui me dit un jour peut-être ça sera mieux compris. Toujours. Il faut l'espoir. Je pense que. Est-ce que tu arriverais à mettre en forme ou à exprimer en tout cas qu'est-ce que tu aimes finalement dans tout ça, toi personnellement, dans le narratif? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu y arriverais ou alors vraiment là, compliqué? Alors, ce que je préfère, c'est la création de personnages. C'était mon moment préféré parce qu'en fait, en fonction de l'équipe qu'on a, c'est rigolo parce que on va avoir affaire aux animateurs, aux artistes, et c'est le meilleur moment, quoi. Je présente un personnage, on le retravaille un petit peu ensemble, et puis après, c'est ah, je l'adore. Et alors qu'ils sont tous différents, et en fait, on les adore tous. Et c'est terrible cette sensation d'avoir créé quelqu'un. C'est les Sims en mieux. Et ouais, moi, c'est mon moment préféré parce que derrière, c'est qu'est-ce que ce personnage apporte, pourquoi, quels sont ses besoins, ses peurs, comment il est relié au thème, pourquoi il doit intervenir à tel moment et pas tel moment, est-ce qu'on le fait mourir ou pas, ça, c'est mon moment préféré. Donc, ouais, ouais, ce que je préfère, c'est ça. Après, j'adore aussi les flowcharts. Ça me plaît de faire des maps. À Miklo, on a acheté euh, à peu près pas longtemps après que je suis arrivée des sortes d'énormes tableaux Velleda. Et là, j'ai fait, allez, c'est bon, je l'écris, quoi. Et là, j'avais le tableau tout le temps en face de moi avec tous les flots, les branches et tout. Des systèmes de code, couleurs, des machins. C'était super cool. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'après, ça rallie les gens.
Les gens, ils sont Mm. là, ils regardent le tableau, ils disent «Ah, qu'est-ce que c'est? Ouais. Pourquoi?» Et ça, Ouais. c'est le mieux. Clairement, ça doit être super intéressant. Et sympa à voir aussi, ça m'intéresse. C'est pas mal du tout. Et bah, vu que tu parles en plus, là, tu termines sur un bon point qui est, bah, tu montres aux gens ton travail, ça doit la rendre certainement plus lisible aussi pour eux. Euh, et on parlait aussi tout à l'heure bah, un petit peu des documents que tu pouvais leur envoyer, mais concrètement, comment tu t'organises avec les personnes avec lesquelles tu vas travailler? Voilà, tu nous as parlé de plusieurs corps de métier avec lesquels tu vas interagir. Concrètement, tu vas t'organiser comment au sein d'un studio avec eux? Ça dépend quand j'arrive au niveau de la prod. Mm. Si c'est au Ouais. tout début, c'est assez simple parce que du coup, c'est d'abord très lié au creative director et game director. Donc c'est vraiment les personnes en charge du jeu, pourquoi on fait ce jeu, à quoi ça sert, et cetera. Heu, donc là, pour le coup, c'est beaucoup de brainstorm et de début de documentation. Par exemple, pour Amber's Airlines, je me suis beaucoup documentée sur les hôtesses de l'air et j'ai même fait des entretiens avec des hôtesses de l'air taïwanaises à l'époque, pour avoir des petites anecdotes, des trucs comme ça. Donc il faut aller chercher un peu son réseau derrière pour essayer de Mm. s'imprégner de ce qu'on veut faire, sans avoir vraiment de pourquoi encore très clair. Puis quand ça devient plus clair, ben derrière, tu vas commencer à faire un synopsis. Le synopsis, le plus intéressant, c'est pas de le donner parce que bon voilà, tu as 2-3 pages, ça dépend, de choses à lire. Il y en a qui ont pas du tout envie. Souvent, bah, ça enchaîne avec une autre prod. Il y a très peu de studios qui peuvent se permettre de faire un creux entre chaque prod, donc bah, on va pas dire aux gens: «En fait, tu sur un jeu qui a rien à voir, tiens, lis mon histoire pendant 3 pages». Donc l'idée, c'est après de faire des documents un peu plus interactifs avec des images, Mm. pour présenter le synopsis plus brièvement à l'équipe, mais tout entière l'équipe. Suite à ça, quand le synopsis est validé par mon creative director et game director, je passe à faire des documents plus visuels pour, l'art, où là on dit: «Bah, voilà, donc au tout début, ça se passe, à Snuggford», donc pour, Humber. Mm. C'est quoi Snuggford, en fait? Donc on va faire des recherches, puis là on veut changer complètement de mood, donc c'est la plage, OK, mais quel type de plage? Là, il y a des choses graves qui vont se passer, donc bah, typique, on va mettre de la pluie, donc bah, OK, qu'est-ce qu'on fait? Enfin voilà, on fait pas mal de recherches visuelles, donc c'est plus des mood boards. Mm. Suite à ça, bah, là, on va commencer ce que j'appelle le story beat. Alors chacun a son petit nom, mais en gros, c'est le Mm. découpage technique de l'histoire. C'est-à-dire que, Mm. typiquement pour Amber's Airlines, c'est très simple. Il y avait 6 chapitres, enfin pour les jeux Game House qu'on a fait. Il y a 6 chapitres, 10 niveaux par chapitre et à partir de là, il y a une intro et une outro par niveau. Et du coup, bah, mon tableau Excel, il était tout fait. Intention du chapitre global, les personnages, les lieux clés, etc. Mes colonnes en fonction des gens. Et puis intro, intention, qu'est-ce qui se passe. À côté, bah, un peu plus détaillé, bah, bidule dit à machin que blablabla, ça lui plaît pas, du coup elle claque la porte, paf. Minigame. Donc soit on avait un minigame, soit dans Détective Jackie, on avait des systèmes de quêtes entre guillemets à faire en plein milieu. Qu'est-ce qu'on utilisait, pourquoi. Puis j'avais des outils faits par les GD qui étaient super cool, qui me permettaient de voir si d'un coup bah, j'avais mis tout ça en minigame sur le minigame, je sais pas moi, des fleurs, et ça en minigame d'enquête des pinceaux, bah, il fallait que je rééquilibre. Ça peut me faire du rééquilibrage assez facile. Je pouvais toujours demander de l'aide au technical GD pour ça. Mm. Et puis à partir de ce story beat, quand il est fait, bah là tu peux passer sur un script. Parce qu'en gros, le scriptwriter, il a, bah, voilà, t'as une intro, l'intention c'est ça, et ce qui se passe, ce qui doit se passer, c'est ça. Maintenant, écrit un dialogue entre les personnes. Et à partir de là, ben, après, il y a tout le suivi à faire. Et en gros, à la fin de la production, c'est vraiment plus tout ce qui va être marketing et communication globale sur le jeu par Mm. rapport à l'histoire. Donc, comment tu peux te pitcher l'histoire en 30 secondes, comment tu vas pouvoir faire montrer en fait ton personnage en quelques phrases, en quelques les articles Steam notamment avec Miklo. Mm. Donc voilà, en fonction des pôles, je vais avoir des documents différents, mais là, c'est si ça part du début. Là, Ouais. quand je suis arrivée chez Miklo, ben, tout le monde était déjà dans la prod, donc c'est plus difficile pour communiquer avec eux et faire des documents, mais bah, on va les voir et on leur dit: «Bah, voilà, moi j'ai mon histoire, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui?» quoi. C'est Mm. Parfois, faut juste être simple, bête et simple. T'as as un impact sur, à la fin de la prod avec les potentiels, enfin, si tu traduis le jeu, enfin, si le jeu est traduit, d'arriver, pas à challenger, mais à avoir un mot sur ce qui peut être traduit. Alors, si tu fais tout en anglais, bah, sur le français qui est fait. Les autres langues, j'imagine que c'est un peu plus complexe, mais en tout cas, ou alors vraiment c'est laissé à la prod pure et dure. Ça dépend la méthodologie du Mm. studio, encore une fois. Ouais. Typiquement, à Old Skull, on travaillait en anglais, avec des personnes en anglais. Et après, en effet, quand il y avait le français, alors c'était pas moi, c'était le game director, donc bah, Nicolas, Mm. qui, pendant des nuits et des nuits, après le boulot, retapait le français quand il y avait des fautes. Parce que malheureusement, les traducteurs qui étaient pris par notre
co-publisher, enfin Hmm. Gamehouse, Bah, c'est ça. c'était de la traduction simple en fait, Bah, en fait, assez méchante. c'est là où je voulais en venir. En fait, toi, enfin, tu essaies de passer des émotions à travers bah, finalement le langage que tu utilises. Ouais, Et après quand eux, ils traduisent, on est au courant que ça marche pas bien. C'est-à-dire ouais, que bah, je sais typiquement, je bien. sais pas du tout ce que ça rend en russe, ni en chinois, ni Hmm, les langues, on va dire à peu près européennes, ça va, on se hmm, rencontre. Mais il y a des langues où on est obligé de faire parce que c'est un pack de langues pour pouvoir rentrer dans certains hmm, guidelines de sortie de jeu. Concrètement, je suis incapable de le savoir et malheureusement, il n'existe pas encore aujourd'hui de véritables solutions de suivi de traduction, au-delà de la traduction, de localisation Hmm. de son jeu dans un pays qui soit efficace en package, quoi. Il faudrait qu'on ait une branche dans localisation dans hmm. chaque pays avec à l'intérieur des gens qui retraduisent bien dans chaque pays, chaque truc. Enfin, ce serait très compliqué et coûteux. Et malheureusement, Ok. aujourd'hui, il n'y a pas une solution viable pour ça, pour des langues moins parlées, Hmm. plus rares, on va dire. Et c'est malheureux, et du coup, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner dans certains pays. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays aussi, je pense que certains jeux ne fonctionnent pas. Parce qu'on ne pense pas à leur traduction ou au fait que bah, ça n'a pas été créé pour ces personnes localisées là-bas. Et du coup, bah, Hmm. il y a peut-être des blagues qui tombent à l'eau. Et c'est des choses, notamment, typiquement, je fais des parallèles parce que je trouve ça toujours intéressant, qui en marketing sont aussi une problématique. C'est-à-dire que si on fait un produit, le jeu vidéo est un produit, je suis désolée. On Ouais. reste au débat. Euh, Quand on a un produit, il faut savoir quel impact il va avoir en fonction des pays où on va le vendre. Et en fait, on voit tout de suite si le produit a été fait en France, aux États-Unis, à Londres, en Chine, au Japon. Et c'est dingue l'impact que ça peut avoir, quoi. Clairement. Et oui. Alors, je regarde. Est-ce que c'est un axe de réflexion, ça, de chercher les émotions dans les différentes langues qu'on utilise pour les transmettre? Oui, c'est un axe de réflexion, oui. C'est important. Là, typiquement, quand je disais qu'on avait différentes méthodologies, à Miklo, on travaille en français. Heu, donc du coup, on a tout vu en français d'abord parce que, j'ai retravaillé sur l'histoire de Fibre Tigre et il travaille en français et beaucoup plus à l'aise avec le français, donc c'est pratique. Hmm. Cependant, quand on passe par la localisation, la traduction qu'on a, encore une fois, bête et méchante, qu'on passe par notre éditeur, ben, malheureusement, on n'a pas les mêmes traductions. Typiquement, là, dernièrement, un truc qui est arrivé récemment, et c'est vrai que c'est rigolo, on a une arche, donc c'est vraiment un grand vaisseau spatial, qui s'appelle l'Arche America. Et eux, ils l'ont traduit USA Arch. Et en fait, c'est pas du tout les États-Unis, c'est vraiment une arche moitié mondiale, quoi. Et du coup, c'est quelque chose qui marche pas du tout. Et donc, faut après retravailler la traduction, repartir en français, repartir en anglais. C'est un peu fastidieux. Hmm. Et donc, oui, oui, c'est un axe de réflexion de chercher ses émotions pour savoir si elles fonctionnent en fait dans toutes les langues. Et c'est pour ça aussi que certains jeux n'osent pas, je pense, aller dans des émotions fortes. Quelque chose d'un peu plus linéaire où, Hmm. bon, bah voilà, ça fera toujours un peu peur. On est dans les clichés de la peur, on est dans les clichés de la joie, dans les clichés de l'amour. Donc, on pourra pas se planter à ce niveau-là. Hmm. Ok, quitte à ce que y ait des gens qui râlent et disent que c'est trop cliché, que c'est déjà vu et revu, quoi. C'est ça. Ok. Bah, ça fait partie certainement des challenges que tu dois rencontrer. Mais si tu dois citer vraiment les plus gros challenges que tu peux rencontrer, toi, en tant que narrative designer, ce serait quoi? Euh, Ah bah, on a des questions. C'est cool. Mon gros challenge aujourd'hui à Miklo, c'est vraiment de donner vie à une histoire complexe. Je sais pas comment expliquer ça. On est dans un univers très complexe où il y a plein d'envies. Et derrière le studio, bah, on a une limite de temps quoi, à faire, de contenu. Et on aurait aimé faire beaucoup, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, mon challenge, c'est de dire, bah, tiens, ça, on peut un peu le faire quand même. Ça, non, on pourra pas. Tiens, on veut faire un journal de bord. Oui, mais comment on peut le faire? Parce qu'un vrai journal de bord, comme on aimerait faire, ben, ça va prendre trop de temps. Donc le challenge, c'est plus aujourd'hui réussir à scaler, en fait, le Hmm. narrative design. Ce qui est un peu nouveau pour moi, parce que j'avais pas cette responsabilité-là avant à Old Skull. Et je Hmm. pense que c'est vraiment le gros challenge aujourd'hui. Mais ce que j'ai rencontré aussi comme challenge, c'est que cette vision et tous les documents soient lus au bon moment,
par l'équipe. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui est arrivé à Old Skull Games où on a retravaillé plein de fois une intro d'un des jeux. Je sais pas si on verra le trailer du coup, mais qui s'appelle Détective Jackie. Et en fait, la première scène, c'est l'intro qui a été utilisée dans le trailer partout. Et c'est une intro cinématique 3D, faite vraiment en limite live action, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous filmé les scènes derrière pour que l'animateur fasse bien les choses, etc. Et en fait, on trouvait ça vachement plus joli que ça soit la nuit. Et, et du coup, c'est super cool. C'est bien de le faire la nuit. C'est vrai que c'est dramatique, il pleut, c'est la nuit, waouh! Bah, en fait, d'un coup, avec Sarah, à l'époque, on travaillait dessus, on s'est dit: «Mais attends, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Mais c'est pas possible, elle peut pas aller au musée en pleine nuit. Qui va en musée en pleine nuit?» Et du coup, on commence la partie comme ça et du coup, on se dit: «Mais mince, ils sont en train de détruire toute l'histoire, en fait, parce que l'enquête ne peut pas commencer sur une aussi grosse incohérence». Tout le monde va se dire: «Mais qu'est-ce que foutait cette fille-là, un soir en pleine nuit, pour partir à un musée?» Et on a dû tout recréer derrière des logiques pour dire: «Mais en fait, non, elle fait des cours du soir». Et donc, on a dû rajouter et changer les dialogues pour dire: «Mais non, en fait, ah oui, mais je me souviens, j'ai la liste des cours du soir de telle personne, c'est incroyable». Et là, on a fait: C'est bon, on a réussi». Voilà, ce genre de challenge qu'on peut avoir parce que l'équipe artistique était lead par d'autres personnes sur cette partie d'intro. Et nous, on avait trop de travail derrière de création de contenu, en fait. Donc, on n'était pas constamment en train de devoir suivre les artistes. Et du coup, bah, ils ont fait un super choix design, c'est très beau, mais ça nous a foutu bien dans la merde, quoi. Concrètement, pendant un moment donné, on a un peu paniqué et c'était un peu compliqué d'expliquer, mais vous pouvez pas faire ce genre de changement sans nous le dire, en fait. Ah, mais on savait pas, nous, on a vu dramatique, on a pensé la nuit en pleine pluie, quoi. Bon, on va rechanger les dialogues. Et, Trop Ouais, bien. puis c'est une Non. fois que le travail a commencé en animation, que c'est tout prêt, qu'on s'en rend compte, quoi. C'est pas. Ah, bah oui, elle était faite, Ouais. l'animation, là. Et puis, c'était plus cher. Je Bah sais pas oui. que Sarah est d'accord avec moi, on vous aime, mais vous êtes chiant. Mais c'est un peu ça. En gros, c'est plus cher et c'est malheureusement le problème du narrative design, de changer l'art et l'animation et la prog et le dev que, bah, c'est simple, il suffit de réécrire, c'est qu'une phrase, Mado. Et le nombre de fois où on entend ça, c'est juste une phrase, c'est bien compliqué. Bah, si tu veux, là, en vrai, depuis le début, en fait, tu nous parles de plein de projets et je sais que Martin est au taquet pour nous montrer un peu les trailers. Qu'est-ce que tu penses de te lancer, Martin, sur les différents trailers sur les jeux qu'a pu travailler Mado? Ok. Je propose à Mado de présenter. Non, Mado, si ça te va, pendant qu'on fait la présentation, le trailer, de donner une petite explication aussi en parallèle, même si on en a un peu parlé, mais au moins de mettre un contexte sur chacun. Bah, Tu nous dis, Martin, quand tu lances. Ok. Non, du coup, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu alors au début sur Old Skull Game. Qu'est-ce que t'as commencé par quoi? C'était Amber's Airline? J'ai commencé sur Amber's Airline, Amber's Airline High Hopes, où là j'ai été writer et narrative designer sur ce projet. Ok. En gros, c'est le projet qui a lancé ma carrière de narrative designer à Old Skull. Où bah là, je travaillais sur vraiment, en fait, on a créé l'histoire par rapport à un première version que j'avais proposée en fait à l'équipe. En interne et en externe, ça avait bien marché. Et en gros, Gamos a dit bah, on veut travailler avec elle. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée un peu narrative designer. Et, Ok. et du coup, D'accord. bah, c'est assez intéressant. En fait, en gros, pour la petite histoire, mon poste de narrative designer, c'est jouer sur un pari. Voilà. Ok. Parce que du coup, contexte, là, t'avais pas ton déjà fini anecdote, ton hein. alternance, c'est ça? Attention, c'est pas ton anecdote. Hein. Non, c'est pas mon Par anecdote. contre, J'en ai ok. trop. Et j'ai hésité, mais non, c'est pas mon anecdote. En C'est gros, sympa. j'avais pas fini mon alternance. En gros, j'étais encore en Ok. alternance et la boîte, Skull, bon là, comme je disais, on était 15 et on attendait des contrats et ça devenait très compliqué financièrement. Et il y avait Gamehouse qui arrivait avec leur jeu type girly, on pourrait regarder sur internet, hein, très fashion, cooking, etc. Qui arrivait en disant bah, nous, on aimerait bien bosser avec vous. Et vous imaginez la tête de 13 gars, puisqu'on était que 2 filles à l'époque, 13 gars qui aiment le RPG. Et on leur dit bah voilà, tu vas faire C'est tellement ça. Delicious Cooking Ah oui. 3, quoi.
Et en Ouais. plus, le pitch qu'ils vous avaient envoyé, c'était, vous allez faire des jeux de on vous propose un jeu de date, entre passagers d'avion. Voilà, donc c'est Ok. j'ai pas la tête des gens et là, l'équipe s'est dit: «Mais on est foutu en fait, on se tire une balle dans le pied, c'est mort». Ouais. Et à cette époque-là, bah, j'ai pu dire à mon patron, donc Nicolas Brière: «Écoute Nicolas, si tu me laisses une semaine, je travaille sur une version, voilà, je propose une histoire. Tu me laisses une semaine, je propose une histoire et ça passe ou ça casse, quoi». Et il m'a dit: «Bah, ouais, si tu as envie, vas-y, fais-le». Et en gros, à la fin de la semaine, bah, j'avais fait, à peu près l'équivalent d'un chapitre, pour proposer un peu l'idée avec une histoire un peu plus, approfondie, tout ça. Et là, bah, Nicolas me dit: «Putain, c'est sympa, vas-y, allez, on tente, on propose à Gamos». Et à nous 2, bah, on s'est retrouvés, face à Gamos qui ont dit: «Putain, c'est trop cool, cette histoire de deuil, c'est super intéressant», tout ça. Et en fait, on a creusé tout ça en réunion et en fait, une réunion qui devait juste être une réunion de, bah, on pitch un peu une idée Hmm. et puis on voit si ça passe ou pas, en fait, c'est transformé en brainstorm général de toute l'équipe Game House plus nous, à Old Skull sur, on préfère ci, on préfère ça, ce personnage il est pas très bien, mais on pourrait changer par ça, par ça. Et c'est là où en fait ils ont dit: «Bah OK, go, on part sur un truc plus sérieux, moins de dates, on part sur une structure plus classique et on veut bosser avec, vous, quoi». Et Ok. voilà, Ok. c'est Mais incroyable. Ok. Quand t'as créé ton premier script, du coup, tu avais déjà toutes tes skills en narrative design ou c'était vraiment que tu y allais en mode free will, t'avais rien fait de particulier avant, t'avais pas de connaissances particulières sur le sujet? Non, j'avais quelques connaissances, mais de là à dire que j'étais narrative designer, c'est un bien grand mot. Ouais. Ce serait parce que, en gros, je travaille enfin, j'ai été membre active dans une association de jeux de rôle à Montpellier pendant 4 ans. Hmm. Donc, le jeu de rôle, pour moi, c'est du pur narrative design. Ouais. Le principe d'un jeu de rôle, c'est ça. Hmm. Et donc, je participais à la création rapidement de jeux de rôle et la mise en place, en fait, de ce jeu de rôle, faire vivre en fait ces jeux de rôle. J'ai fait aussi un peu d'écriture de théâtre, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'en méthodologie de production pure de jeux vidéo, ça j'y Hmm. connaissais rien. Et en fait, c'est avec ben, du coup Nicolas Brière, Andreas Bonardel et ben, chez Gamehouse, donc 2-3 personnes chez Gamehouse qui nous ont aidés à structurer en fait tous ces documents qu'on a créés ensemble par rapport à Hmm. des choses qu'ils avaient déjà, mais on les a améliorés. On en a fait quelque chose d'un peu plus lisible, plus pratique pour notre studio. Et du coup, bah, en fait, j'ai appris comme ça. J'ai fait des writers' room là-bas aussi. Du coup, on m'a envoyé aux Pays-Bas. On m'a dit, bah vas-y, ça se passe bien avec eux, le contact marche bien, allez go, va les voir et va créer des histoires avec eux. Et c'était vraiment super cool, quoi. Parce que du coup, beaucoup d'apprentissage sur place. Et, euh, et du coup, oui, j'ai plus appris en créant Amber's Airline que avec des livres, quoi. De toute façon, enfin, c'est la pratique, hein. Il y a un Oui. moment, puis c'est à la fois, enfin, ça fait, je trouve, c'est un beau symbole de se dire, bah, tu t'es aussi créé ton opportunité, si tu veux. Enfin, il y a un moment, tu pouvais juste regarder sur le côté et voir les choix sont faits par les personnes qui dirigent finalement, et les voir un peu se planter ou ne pas faire ce choix parce qu'en fait, Hmm. niveau compétences, ils en sont pas capables et ils Mm. savent le reconnaître. Mais d'arriver à dire, bah, ok, en fait, pour le studio, je veux bien taffer sur un truc et après on en discute. C'est vraiment. Enfin, tout vient de toi et tu te construis aussi à partir de là, quoi, finalement, c'est trop bien. Merci, c'est gentil. Bah, c'était un peu voilà, c'était le pari. Après voilà, Old Skull Games, c'est comme ils aiment bien dire ça, c'est un peu des grandes gueules, hein, c'est des pirates. Mhm. Donc j'ai pas hésité, hein, je me suis dit: «Allez, Non, mais c'est ça. on tente». Et ça a marché et en fait après, ben, ça nous a permis d'avoir un gros succès parce qu'Amber's Airline, alors je sais pas encore aujourd'hui, 5 ans plus tard presque, mais je sais qu'il continue à faire des sous et sur Oh, le oui, il y a des store joueurs. et Il il y a y a encore encore des des joueurs. joueurs. Et ça nous a permis de nous développer. On a eu plus de 1 million avec ce jeu. Puis, on a pu signer le deuxième et puis Détective Jackie et du coup, Mm. c'est vraiment un jeu qui a lancé un peu une partie aussi d'Old Skull sur, une réflexion plus, sur pourquoi on fait un jeu, en fait et enlever les préjugés parce que, bah, du coup, il y avait ce côté: «Ah, on fait un truc girly» et en fait, à la fin de Détective Jackie, mais tout le monde était à fond, en fait, tout le monde adorait ce Hmm. jeu et c'était trop cool et donc c'est vraiment intéressant, en fait, de voir comment le jeu, la narration peut grandir aussi avec l'équipe. Heu, Mm. j'ai aussi beaucoup appris, ben, voilà, en travaillant avec Sarah, Sarah Beaulieu qui vient beaucoup plus du cinéma à la base
Et du coup, moi, je suis arrivée purement dans la prod en disant, bah voilà, on a des prods de prod, il faut faire ci, il faut faire ça. Et elle est plus arrivée avec son côté analytique approfondi. Et donc, j'ai eu la chance de travailler avec une autre personne qui m'a fait grandir en fait dans ce milieu-là et qui m'a fait prendre conscience en fait de méthodologies encore plus poussées en fait qu'il pouvait y avoir, autre que dans le jeu vidéo mobile. Et aujourd'hui, ben, je peux les appliquer en fait à mi-clos. Et ça, c'est chouette. Voilà. Et du coup, Miklo, actuellement, le projet, c'est pareil que un peu ce que tu as fait pour en Reverse Online, mais de pouvoir le décrire un peu. Qu'est-ce que vous faites à Outzer? Eh ben, bah, comme je disais, en fait, Outzer, c'est arrivé d'une histoire très complexe qu'il a fallu mettre en forme d'une manière moins complexe, on va dire plus facile à comprendre. Donc, des flows en disant, bah voilà, si on fait telle quête, qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'on arrive, etc. J'ai un peu plus défini les personnages parce que, bon, on avait quelques personnages, mais il fallait les faire grandir et évoluer, en fait, à travers l'histoire, tout simplement. On a retravaillé les fins aussi avec le creative director euh, parce qu'on voulait plusieurs fins en fonction Mm. des choix des joueurs. On est quand même sur quelque chose de très open space, entre guillemets. On peut aller où on veut hein, dans la galaxie. Donc il a fallu créer ces systèmes de quêtes et se dire bah, pourquoi les gens vont faire ces quêtes en fait. Mm. Et c'était ça le gros challenge. Création aussi d'explorations uniques, du coup. Donc il y a des moments donnés où en fait le joueur va pouvoir faire des explorations. Bah, là, il y a une exploration vraiment unique liée spécifiquement à cette scène et à Mm. cette quête. Enfin, c'est un peu compliqué comme ça, là, sans document à vous expliquer, mais mon travail, Mm. voilà, c'est un peu de faire tout ce suivi de quête et de cohérence, on va dire, narrative, d'histoire, Mm. avec tout ça. Oui, alors on a un petit souci technique, Nico est bloqué. Je suis toujours là. Hein. Ouais, t'es toujours là. Ok, peut-être que tu peux mettre en attente la scène afin qu'on puisse juste réparer ce souci technique, Martin. Et puis on reprend, on revient tout de suite sur le stream, il y en a pour 2 minutes, on vous demande 2 petites minutes, désolé. C'est bon, je crois que je suis plus bloqué. C'est trop bien. Mais non, Mado, on ne voit, tu clignes les yeux. Ça marche pas. Non, du coup. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Du coup, sur la présentation des projets, voilà, pour reprendre un petit peu, Mado finissait un peu d'expliquer un peu toutes les prods sur lesquelles elle avait pu travailler, ce qui était super intéressant d'ailleurs. C'est tous les événements que tu as pu nous raconter. Et maintenant, si c'est pas trop indiscret, après tu as le droit de me dire, mais dans ta carrière ou autre, tu as des perspectives un peu d'évolution sur ce que tu aimerais être. Maintenant, tu es un narrative directeur. En plus, ça va plus loin que juste faire du narrative design d'un jeu. Tu as pas mal d'autres responsabilités. Oui, alors
dans d'autres responsabilités, c'est-à-dire que par rapport aux jeux chez Old Skull Games, où voilà, on avait une équipe limite plus grosse en fait pour faire les jeux, ben on va là aujourd'hui en fait je gère des choses que avant on me disait de faire. Je sais pas Mm. si c'est clair. En gros Mm. aujourd'hui c'est moi qui dois me dire il faut que je pense à ça. Et ça change tout. Clairement. En termes de management et c'est vachement plus compliqué, mais en termes de perspective d'avenir, non, je veux continuer à faire ce métier dans d'autres projets, dans d'autres possibilités, en fait. C'est vraiment le projet qui va driver le métier. Mm. C'est ça qui est difficile à expliquer. C'est que le projet va driver le métier. On fait toujours le pont entre l'histoire et le jeu, le game design, mais en fonction du game design et de l'histoire, ça va être complètement différent. Donc moi, je suis toujours friande de nouvelles expériences. Oddzer, c'était vraiment un projet tout nouveau pour moi et super intéressant en fait de faire un prod de PC. Parce que du coup, il y a vraiment beaucoup de contenu. Vraiment beaucoup de contenu à écrire. Donc j'ai dû beaucoup écrire du contenu. Et moi, vraiment faire du design, puisque la prod avait déjà avancé pas mal. Et que très vite, ben, j'ai été confrontée à on n'a pas le temps. Mais sinon, non, moi je suis très bien dans mon rôle aujourd'hui et ça me va bien. J'aime le management, donc si en plus de ça, je peux gérer après une équipe d'autres narratives ou de writers, ça me va très bien. Trop bien. Ouais, non, c'est de prendre un peu en plus ce côté de management finalement, de prendre en anticipation plutôt que juste attendre qu'on nous dise finalement quoi faire. Ça va de tout penser avant même que tout soit mis en place. C'est un peu le step up finalement. Mais c'est trop bien que tu t'éclates aussi dedans. Je suis vraiment content. Est-ce que tu avais encore une autre question, Auré? Ou alors on passe à l'anecdote? Je vois qu'il est quasi 21h déjà. Ouais. Pour moi, c'est tout bon. Ah, C'est tout bon pour moi. Je dis rien. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. On a eu quelques soucis. On aurait aimé passer les trailers sur les prods de jeux que Mado a travaillé. Malheureusement, bon, et on est en train de se roder encore. C'est aussi un peu nouveau pour Martin qui nous aide énormément à la régie. C'est un pur plaisir de pas forcément tout penser là et de pouvoir se focus sur l'interview. Donc encore merci Martin. Et du coup, bon, on attaque. Alors pour petit rappel, on a demandé à Mado de faire de réfléchir à une anecdote et d'imaginer, ou de la laisser comme ça si elle est vraie, ou de l'imaginer un peu fausse pour qu'on réfléchisse autour. C'est ce qu'on avait fait un peu avec les deux précédentes interviews. Je pense qu'on va le maintenir, c'était vraiment drôle. Et du coup, Mado, à toi de parler, et dans le chat, je vous laisse découvrir, en tout cas, savoir si c'est vrai ou faux. Ouais, j'ai énormément d'anecdotes, c'est très dur à choisir, mais celle-là, elle est vraiment... J'aime bien, en fait, voilà, c'est tout. Du coup, je la pose en question, mon anecdote, j'imagine. Alors, tu fais comme tu veux. Le but, c'est juste qu'on essaye de deviner si c'est vrai ou si c'est faux à la fin. D'accord. Voilà. Est-ce que j'ai raté mon avion et je me suis retrouvée en plein milieu des États-Unis, paumée, un jour, à cause de faire des allers-retours sans cesse entre Pays-Bas-France? Est-ce que je me suis plantée complètement d'avion dans un aéroport à Londres pour arriver ailleurs que là où je devais arriver, à Lyon? Alors, attends, un peu de contexte, parce que tu nous l'as dit. Ouais, tu nous l'as dit que tu avais fait quand même quelques allers-retours Pays-Bas pour Ambers and Live, pour faire du... Comment tu as appelé ça? Du writer? Les Writers Room. Les Writers Room. Et du coup, là, tu nous dis, je prends un avion et j'ai fini... T'as fini où? Au milieu des États-Unis. Au milieu des États-Unis? D'accord. Donc ça fait quoi? Ok. T'as réussi à revenir quand même? Je gratte un peu. Je gratte un peu des détails. Ça a été complexe le retour? Oui. Allez, poker face. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat ou sur YouTube, mais en tout cas, on va se laisser un petit temps. Donc, ok, ça c'est le contexte. Mado nous dit, est-ce que, avec tous ces allers-retours qu'elle a pu faire, à l'origine pour aller aux Pays-Bas, mais elle s'est retrouvée au milieu des États-Unis toute seule, vraiment pas... Ouais, ça doit pas être simple. Hein. Juste de l'imaginer, même si c'est vrai ou faux. Oh la peur.
Oh, le sentiment de solitude à ce moment-là, ça doit être terrible. Ah, Je elle dis est rien, impassible, elle est je dis rien. impassible. Ouais, Ok. je le vois, il taquine depuis tout à l'heure, Bah, mais évidemment, évidemment. Il creuse, il creuse. Ok, ok, bon bah, on pose ça là, je vous laisse réfléchir. On reviendra dans une vingtaine de minutes dessus pour que tu nous hmm, dises juste avant le quiz, parce que oui, il y aura un quiz ce un soir. quiz, s'il te plaît. Non, non, toujours pas. Le Et quiz. ouais, Mado, tu dis ça comment, quiz? Moi, je dis un quiz, mais c'est parce que je viens Mais du oui. Nord-Pas-de-Calais, alors. Ouais, mais c'est pas. Je sais pas d'où il vient, mais ça marche pas. Ah non, c'est parce que ça a fourché une fois et Ralph, il arrête pas de m'embêter avec ça maintenant, donc ça restait. En effet. Non, je voulais un peu aborder donc sur d'autres thématiques. Là, ça va faire un peu une transition, mais Hmm, sur le groupe, moi, je trouve ça trop bien comme initiative. En tout cas, ce que vous faites actuellement là, c'est peut-être que Lyon, mais c'est peut-être France. Je sais pas, tu me diras. Ce groupe de narrative design, où bah, je sais que Martin là qui nous aide en fait partie, t'en fais partie. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur tout ça? Je vais faire un peu de pub pour Inari. Grave. Elle se fait appeler Nokia, Connecting People. Voilà. Et concrètement, c'est ce qu'elle fait. Et elle le fait très bien. ok. Et en fait, elle a créé au début un petit groupe sur Twitter de narrative designers et narrative designeuses de la région pour se faire des apéros type apéro game dev, mais pure narration. Où Hmm, en fait, on a souvent bah, voilà, des débats sur des choses que les gens, en règle générale, dans les prods, nous disent: «Ah, c'est génial». Et du coup, bah, l'idée, c'est de parler un peu de tout ça, de nos métiers, de nos contraintes, de nos problématiques, euh, de séries, de télé, de cohérence, de débats inutiles. Et ça nous plaît beaucoup. Et en fait, du coup, suite à ça, Inari et Anthony Jonot, vous devez connaître, je balance plein de noms, comme ça vous allez chercher sur Internet et rencontrer des gens formidables, un peu du jeu vidéo. Et en fait, ils ont créé du coup avec aussi Cindy, donc Oshi Cindy, je crois qu'elle fait partie des devs, des gens qui gèrent le Discord, un Discord design et narration qui est là beaucoup plus national, où en hmm. fait on fait rencontrer les personnes qui s'intéressent ou qui sont dans la narration. Et il y a tout un système de ben, est-ce que vous êtes débutant, intermédiaire, senior, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, si vous avez besoin d'outils. Et dernièrement, ils ont créé des prompts du mercredi. Et on a des petits exercices proposés par Anthony qui sont Oh là super là. intéressants. Là, dernièrement, bah, voilà, il fallait écrire des dialogues de joueurs de versus fight. Et c'est super intéressant de pouvoir faire ça. Ça permet de faire gagner des portfolios, enfin des idées de portfolio pour, les étudiants ou les personnes qui ont besoin de continuer de constituer un portfolio ou juste s'amuser. Donc, euh, donc voilà, donc c'est grâce à elle, et moi je fais juste partie de cette bande Ouais, de clairement. narrative designers. Et c'est vraiment un plaisir en fait d'avoir des gens. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais aborder aussi avec vous, c'est que le métier de narrative designer, c'est difficile à partager et c'est difficile d'avoir une équipe pour l'instant. Et c'est quelque chose Hmm. avec desquels, j'ai parlé avec pas mal de personnes, notamment des gens qui ont travaillé même dans des grosses prods, parce que voilà, j'ai jamais été dans des gros studios. Et en fait, je lui demandais, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce qu'il y a ce système de lead, un peu comme on pourrait avoir en GD ou en prog, où en fait, bah voilà, je suis junior, est-ce que quelqu'un de plus senior que moi peut m'apprendre mon métier? Et en fait, je connais très peu de gens à qui c'est arrivé. C'est-à-dire qu'une personne arrive en disant, voilà, je suis junior narrative designer, j'ai juste fait 2-3 features, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne comme métier? C'est un métier où quand on arrive, il faut faire son métier et t'as pas trop le choix en fait, ni trop le droit à l'erreur. Y a pas, c'est rare en fait d'avoir des groupes entiers de narrative designers qui t'expliquent, qui t'entourent, qui te mentorent, qui te font grimper dans les studios quoi. Donc, Bah, en fait, ma question était un peu pour ça aussi. Enfin, je trouve ça tellement super comme initiative de Ouais. pouvoir. Je sais pas si j'en ai pas forcément entendu parler, en tout cas peut-être pas sur la région, mais d'autres groupes qui font ça. Enfin, vraiment purement jeux vidéo, des regroupements de game designers ou d'artistes, ou peut-être que ça se fait un peu, mais un peu en off. Mais c'est vraiment là de le structurer, d'arriver à créer des interactions. Enfin, les exercices, c'est Hmm. juste top. mm, C'est de pouvoir produire, prendre le temps de le faire pour d'autres et pour juste aussi bah, créer, enfin pas de l'innovation, mais
de pousser encore plus la créativité sur d'autres sujets. C'est Je trouvais que important. c'était super important enfin, moi, Mmh. ça me paraissait genre je Ouais. voulais en parler, tu vois? Genre, je voulais un peu le débattre parce que tu en fais partie, évidemment, tu connais bien, mais moi qui suis extérieur, juste de le savoir, je trouve ça trop bien comme initiative, quoi. Mmh. Du coup, top. Et j'ai ma question hyper naïve de personne qui travaille pas encore dans le jeu vidéo, mais du coup, vraiment, dans un studio, c'est rare d'avoir 2 personnes qui sont en narrative design. Tu as vraiment une personne qui est là, qui peut être aussi bien débutante qu'experte et qui se débrouille avec ses petites mains. Je dirais que c'est plus en fonction enfin, encore une Du fois, des projet? productions, du projet, Ouais, du du budget. projet, Ouais, de Du la boîte budget, carrément. aussi. mais typiquement, Sarah en parlera mieux que moi, mais à Ubisoft, tu as des quest designers, bon, c'est aussi un peu du narrative design. À Ouais. Arcane, tu vas avoir des campaign designers. Mmh. C'est du mélange de level design et de narrative design. Mmh. Heu, mais un groupe type, comme les progs ou les devs, où tu en as Ouais, 5 dans un coin et tu mets 5 narrative designers, pour le moment, je n'en ai pas trouvé avec d'accord. ce système de lead et de junior. C'est vraiment, des métiers différents qui vont parler entre eux, donc narrative director qui va parler avec le quest designer, avec les Mmh. writers, avec les scriptwriters, mais chacun a son métier D'accord. et il y a très peu de, associate narrative designer. Il y Mmh. en a, je pense, dans des très grosses prods, mais au final, Ouais, c'est ça. c'est des prods tellement grandes qu'en fait, ton N+1, il a peut-être pas forcément le temps de t'aider et de te Mmh. former et de te mentorer. C'est plus du, fais des tâches que je peux pas faire, mais je vais OK. pas t'expliquer trop comment les faire. Enfin, en tout cas, des ça tient qu'à moi, hein, mais Mmh. des retours que j'ai eus de personnes avec qui j'ai pu parler sur Twitter notamment et de proches narrative designers, c'est très rare en fait. Ouais. OK. Mais du coup, tu donnais l'exemple avec les gros studios, et comme quoi que la personne n'a pas forcément le temps de former un junior. Mais du coup, est-ce que dans des petits studios, le studio peut se permettre d'avoir 2 narrative designers, par exemple un junior et un mentor, en termes de budget, notamment? Bah, C'est vraiment des questions naïves, hein, c'est pas des je me fais non, pas non, l'avocat du diable, mais bah, enfin, je suis encore répète, mais encore une fois, ça va dépendre de la prod, Ouais. du jeu, parce que, bah, si c'est un jeu purement narratif qui nécessite énormément d'efforts et où tu as, je sais pas, 10, 15, 100 000 lignes à Mmh. écrire, oui, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin de monde pour le faire. Mmh. Donc, bah, le budget se crée. Par C'est contre, ça. bah, Tu parles vraiment de me narrative design. C'est-à-dire ouais, Ouais. que, tu vois, des content writers, Mmh. typiquement, on te met un Excel, on met voilà, là, il faut que tu décrives toutes les sortes de plantes que tu peux acheter, chez le marchand, tout le long du jeu et tu as un système de rareté. Bah, le OK. content writer, il prend cet Excel, il écrit Mmh. et après, il demande l'aval à son lead: «Est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai pas trop écrit de bêtises? Est-ce que» voilà et puis, point, quoi c'est et ça. ça, il y en dans tous les gros RPG, il y en a plein. Il y en a à Mmh. l'appel, mais derrière, ils font pas vraiment de narrative design et c'est pas quelque chose, qui est, enfin voilà, faut aimer écrire quoi, tout simplement. Mmh. Dire: «Bah voilà, regardez, j'ai écrit, tous les bouquins que vous voyez dans Diablo». Voilà, c'est tout. OK. Mais, D'accord. voilà, des purs narrative designers, voilà, c'est vraiment difficile Mmh. d'avoir 5 personnes qui créent le jeu entre enfin qui créent l'interactivité entre cette histoire et le jeu quoi, Ouais. c'est plus dur quoi. Clairement. D'accord. C'est pour ça qu'il faut faire un peu ça, faut rouler sa bosse comme on dit. OK. Ouais, je Il y vois. a, il y a Golgotin qui nous demande de quelle manière tu montes ton travail. Alors, tu en avais un peu parlé par rapport au flowchart, au document, mais si tu peux revenir un Je peu ne sais dessus. pas si la question est posée comme, type portfolio ou c'est plus une question type, Hmm. interne, mais, je vais essayer de répondre rapidement aux 2. En En vrai, interne, du coup, c'est plus Google Slide, Excel, documents type, voilà, tableau, comme je disais, personnage, lieu, dialogue et cetera. Flowchart, donc, des cases, des liens et cetera donc tu peux retrouver ça sur Twine, sur Ink, enfin voilà, il y a plein de logiciels qui font ça. Mais de l'extérieur, je le montre à travers les jeux déjà. Mmh. Simplement, hein, en disant, voilà, s'il y a un dialogue à cet endroit-là précisément et si ce dialogue raconte ça avec tel personnage, c'est mon travail c'est moi qui l'ai et écrit. c'est ça et en portfolio, du coup, je mets des images clés. C'est-à-dire que, par exemple, pour Détective Jackie, j'ai mis, les missions, le système de mission, les systèmes de dialogue à choix, et puis j'ai mis Mmh. après une liste bullet point, j'ai fait ça, 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 ça et si les gens ça leur parle pas, c'est qu'ils connaissent pas mon métier donc Mmh. c'est compliqué de parler et de travailler avec eux
Et à l'inverse, bah, les gens qui s'y connaissent un peu, ils se disent: «Ah ouais, cool, elle sait mettre en place une méthodologie, elle sait créer ce genre de documents, Mmh. c'est chouette». Et puis ça montre aussi les types de profils de narrative designer qu'on peut être. Moi, je suis Mmh. plus dans le content et le writing, heu, création de personnages, création de contenu, d'histoires, de synopsis, tout ça. Des personnes qui sont plus dans la réalisation, il y en a qui sont plus dans le système. Donc, voilà, c'est montrer des features à travers le jeu qu'on a fait, on les prend en screen et on Mmh. dit: «Bah, voilà, dans ce screen-là, bah, j'ai fait en sorte que ça existe, en fait». Et pourquoi, Mmh. comment et on peut rentrer un peu dans le détail et c'est comme ça qu'un portfolio de narrative designer se fait. Hem, c'est pas tant en montrant un synopsis, ça, c'est pas très intéressant, quoi. Mmh. Voilà, Ok. j'espère que j'ai Est-ce répondu. que OK. Auré, t'as encore une question ou... Alors, je trouve ça juste pertinent, juste, si des narrative designers qui nous regardent ou des étudiants qui veulent faire du narrative design nous regardent et qui veulent rejoindre le groupe sur Twitter, est-ce qu'ils le peuvent? Et si oui, c'est comment ça se passe? Il y a un nom pour le groupe? Sur Twitter, c'est, purement, professionnel entre nous et OK, plus amical qu'autre chose, c'est, plus intime, quoi. Mais par contre, on a un Discord, heu, qui est, design et narration OK. et je sais pas envoyer de lien, mais mais du coup, j'essaye de chercher comment faire. Il y a une charte, il y a tout qui est fait, pour, en fait, pour, arriver Mmh. sur le Discord. Martin saura mieux, donner le lien du Discord que moi. OK. Heu, Martin en off le fera, ouais, il le mettra dans S'il est le là, dans on Ouais. le pourra le chat. mettre, même Et en description de la vidéo s'il faut, Ouais, tout à mais c'est fait, ce que sans ouais. j'allais souci. dire. C'est ce qu'on fera. Yes, il y a pas de souci. Et du coup, encore une question, est-ce que tu as déjà fait un travail qui n'a jamais été montré? Bien sûr, mais tout le monde fait ça. Ouais. Tout le monde. Tellement. Tous On ces a petits toujours projets. des ambitions terribles pour nos jeux et puis derrière, ben, non, c'est pas possible. Oui, oui et c'est pas grave, en fait. À partir de ce moment-là, oui, il faut pas compter dessus sur son portfolio. Il faut plus se focus sur ce qui est, ce qui a été fait, ce qui est montrable, en fait, à travers le Mmh. jeu, l'expérience joueur. Donc, ouais, ouais, c'est bosser sur un jeu qui n'est jamais sorti. Non. Enfin, j'ai de la chance, tous les jeux sont sortis. Même si c'était la galère, tous les jeux sont sortis. C'est bien quand ça se passe comme ça. Oui, 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 oui. Après j'imagine que quand tu es indé et que tu crées ta petite structure et que bon, tu sais pas trop où tu vas, c'est difficile. Mais que ce Mmh. soit en narrative design ou game design, enfin dans tous les cas, c'est Oui, cool. mais bien sûr. Ouais. Je te laisse prendre la question de Sarah, Mado. Oui, bien sûr, moi je lis en même temps et j'avoue, je suis Vas-y, nulle. vas-y. Mado, sur quel jeu tu rêverais de travailler et quel poste et quel univers? Alors, voilà, moi mon délire, c'est les jeux d'horreur. Je rêverais de travailler dans des jeux d'horreur et C'est cool ça. typiquement, ben, je crois que ça s'appelle Outcast ou les jeux de Supermassive me plaisent bien, hein, The Dark Picture aussi avec Mmh. des systèmes de choix. C'est difficile à expliquer. Dernièrement, j'ai beaucoup aimé aussi Disco Elysium, mais je sais pas si j'aimerais travailler pour Disco Elysium. C'est très particulier, c'est un univers vraiment, Ouais. une vision, une création, qui est très forte en fait. Mais oui. Little Nightmares aussi, typiquement, oui, oui. Mais je sais Ouais, que c'est ton clairement. chouchou, alors je te le laisse. Mais Non, toujours en c'est narrative design, ouais. Pour moi, les jeux d'horreur, je trouve ça incroyable parce que vraiment, c'est des émotions très fortes. Et Mmh. comme je disais, j'ai besoin c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est d'aller plus loin dans les émotions. Ne pas juste faire de l'amour et de la peur et un peu d'angoisse. Mmh. C'est d'aller vraiment dans là, je veux vraiment faire flipper le joueur. Là, je veux vraiment qu'il soit du stress. Et c'est quoi la Mmh. différence entre avoir peur et du stress? Faire la différence assez subtile entre des émotions qui, on pense être les mêmes et qui en fait ne le sont pas. Et jouer Mmh. là-dessus, en fait, sur l'espace, sur enfin, que ça se ressente partout, en fait. Tu peux pas avoir un faux pas dans les jeux d'horreur. Si tu te plantes, c'est bon, en fait. Ton jeu, après, ça passe pour de la comédie. Mmh. ouais, Et c'est, je comprends le contexte. J'avoue que, je partage pas mais parce qu'en fait, je flipperais à chaque fois, mais je suis une petite nature, hein, Ouais. c'est pas le problème. Mais c'est, en termes de prod ou autre, genre, à tester le jeu et tu en mode à chaque fois tu flippes. Après, peut-être que tu te rends compte aussi ce qui arrive. Je sais pas. En Ouais, vrai, peut-être qu'à force de le tester, je sais pas. Mais tu t'anticipes, hein. je comprends le contexte pour ton métier Ouais. et le Bah, pourquoi, tu vois? pour ton métier, en fait, quand je regarde un jeu d'horreur, ça se base énormément sur la narration et sur ce que tu fais ressentir aux joueurs et au final, c'est presque techniquement,
l'extase pour ton métier à toi, ce genre de jeu, non? Bah, pour ma spécialité, entre guillemets, oui, Ouais, c'est génial. Pour d'autres, ça peut être très ennuyant. ouais. Parce que certains jeux d'horreur peuvent être très linéaires, Hmm. malheureusement. Moi, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment ce qui me plaît. De pousser, en fait, les personnages dans ces retranchements et du coup, faire vivre cette histoire à travers le joueur, Hmm. c'est juste trop bien, quoi. Tu m'étonnes. On va enchaîner. J'accélère un peu, mais évidemment, Ouais. l'idée est de garder aussi les timings. Je veux vraiment pas vraiment déborder non plus pour vous aussi qui nous regardez, mais pour toi, Mado, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Martin, pendant qu'on va parler de l'anecdote, si tu peux commencer aussi à préparer le quiz qui va enchaîner. Comme ça, je te brief aussi. Enfin, c'est moi qui l'animerai, mais on passera au quiz. Est-ce que pour ceux qui suivent depuis le début, ou en tout cas qui ont écouté l'anecdote, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, mettez dans le chat si vous avez envie d'interagir. Est-ce que pour Euh, vous, l'anecdote est vraie ou fausse sur ce qu'a pu vivre Mado, du coup, le fait de se retrouver toute seule aux États-Unis après avoir pris le mauvais vol? Qu'est-ce que vous en pensez? ouais. Mhm. On peut réfléchir. Mais effectivement, mais du coup, c'est dans le cadre du travail, pendant les trajets où tu es allé chez le client à Amsterdam. Je dis le client, c'est bien ça, je me trompe pas. Ok, C'est plus un partenaire qu'un client, mais ok, oui. partenaire. Ok, ouais, c'est pour ça que je redemande, parce que bon, il suffit d'un faux mot pour que ça aille pas, donc je préfère demander. Mais ok, du coup, et donc finalement, quand tu voulais revenir à Lyon, tu t'es retrouvé au milieu des États-Unis. C'est très précis, ce milieu des États-Unis. Moi, je me tâte encore quand même, hein. Moi, ah là 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 là. En vrai, c'est quand même tout. Enfin, Babayou qui dit que t'as pas le sens de l'orientation, mais bon, quand même, d'aller se tromper de vol, d'avion, enfin, pour un ticket, faut embarquer. Après, il y a quand même beaucoup de possibilités. Ouais, Je peux pas. Je crois que j'ai foiré les deux déjà. J'étais à côté de la plaque sur les deux j'en ai premières. eu un, moi, il me semble, mais. Je pense que je vais rester sur. Moi, je pense, enfin, je peux me tromper, mais je pense que tu as failli. Mais genre, tu sais, je pense que c'est un truc du genre, elle est montée dans l'avion, elle s'est rendue compte que c'était pas le bon vol, et du coup, mais l'avion était pas encore parti, et du coup, elle a pu redescendre. Je pense. Je Bah, pense. Et moi, de tous les cas, l'avion. moi, je pense que c'est faux. Mais ça me paraît tellement. Ah, c'est trop bien. Ça me paraît tellement énorme que. Ouais, Mais après, enfin, moi, j'imagine quand même le moment de solitude. J'ai envie que ce soit ouais. vrai, juste pour me Oui, moi dire, aussi, ce serait drôle. la Mado que je connais en tout cas maintenant, toute seule aux États-Unis. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Non, c'est. Mais j'y vais rester sur faux. Pour moi, c'est faux aussi. Je pense que c'est faux. Alors après, je fais un tour dans le chat quand même. On a un vrai. Bah Yuka, il t'aide, c'est pas du jeu, donc je sais pas trop. Sarah qui dit que c'est faux. Golden Coyote aussi. Euh, Bon, ouais. tu nous révèles la Bah, vérité. je vais vous raconter une histoire, du coup. C'est Vas-y. l'histoire de 5 pirates qui partent Bah, c'est pour pas mal. aller aux Pays-Bas. Et il y a une correspondance à Londres. Et je ne sais pas si vous savez, à Londres, c'est pas le même horaire qu'à Paris. Ouais, il y a une heure de décalage, c'est ça? Exactement. Ok. Et la personne qui a pris les billets n'était pas avec nous. Et d'une manière un peu naïve, nous sommes allés prendre l'avion pour arriver à Londres. Sauf que quand on arrivait, on devait aussi repartir. Malheureusement, 5 pirates qui sortent de l'avion en disant mince, en fait, avec l'heure de décalage, on tombe sur l'horaire exact de l'avion pour aller à Amsterdam, pour aller aux Ah. Pays-Bas. Et du coup, eh ben, il y avait donc Nicolas Brière, je crois qu'il y avait Hervé aussi, et il y avait Arnaud et moi. Donc concrètement, oui, on était 4, pardon, pas 5, en plus, c'est pas compté, c'est pas terrible. Donc on est 4. Et là, Nicolas se rend compte de la gravité de la situation
et cours tout droit avec Hervé. Et je les perds de vue instantanément. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. Et là, il y a Arnaud. Donc, pour vous expliquer, Arnaud, c'est un corps de bodybuilder avec une âme de chaton qui se retourne, me regarde et dit « Go, Mado, c'est maintenant !» Sauf que moi, il faisait froid. J'avais mes grosses chaussures de militaire, Ouais. une sorte de grosses chaussures militaires, de boots. Et je commence à courir et ça me gêne en fait. Et il faut se déshabiller et tout. Enfin, il y a tout à refaire en fait. Il y a tout le check-in à refaire à ce moment-là. C'est vraiment l'angoisse. Et j'ai perdu mes 2 patrons. Enfin, concrètement, mais j'étais perdue en plein milieu de. Et il y avait un gros Golgoth en face de moi qui me disait mais cours Mado, cours Mado. Et plein d'anglais qui nous regardaient mais qu'est-ce qu'ils font. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, donc on enlève toutes nos affaires, la ceinture, les chaussures, le sac, le machin. On passe à travers les scanners et tout, et on voit notre avion qui est censé partir il y a déjà 5 minutes, quoi. Je suis essoufflée, j'en peux plus, et du coup, je ne me rhabille pas. J'enlève, en fait, je prends toutes mes affaires sur le dos, et je cours pieds nus dans l'aéroport pour arriver dans l'avion. Que Nicolas et Hervé tenaient comme ça en criant sur les hôtesses en disant « Non, on partira pas sans le reste de l'équipe !» Et nous, on est arrivés en sueur. Tout l'avion nous faisait la gueule, littéralement. Tous les gens nous regardaient en nous pointant du doigt et en disant « Ah, c'est français !» Et voilà, et j'avais mes chaussures dans la main, ma ceinture, ma veste, un pull, enfin tout le reste, quoi, tout ce qui faisait que j'avais chaud dans ma autre main, et mon sac à dos, et Arnaud qui m'avait suivi gentiment jusque-là, à mi-chemin, qui faisait un peu le checkpoint à chaque fois. Mais on a pu prendre le bon avion. C'est juste que on est arrivé pieds nus, quoi, dans l'avion, et en sueur, et avec plus d'1 quart d'heure de retard, du coup, à cause de tous les check-in et les check-out qu'il fallait faire. Donc voilà, c'était un peu l'angoisse. Arnaud a même hésité de me jeter sur le rayon X pour que j'aille plus vite. Mais c'était pas possible. Ça m'étonne pas du personnage. Ouais, du c'est coup, incroyable. En Trop arrivant, bien. en fait, on a appelé notre producteur, on a dit mais plus jamais tu prends de billets d'avion à Londres. Tu prends pas de correspondance à Londres parce que 11 heures à Londres, c'est 10 heures. Enfin, il y a un changement en fait. Tu peux pas Oh prendre ça. là Et il disait là. oui, mais il y a 40 minutes d'écart, c'est pas grave. Mais non, et en fait, il y avait moins 20 minutes d'écart. Donc voilà. Oh là là. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Nico, il va arriver demain si tu veux, il va aller voir son patron et faire ça. Dis donc, Nicolas, Non. ça va les aéroports Ah, il y en Ouais, est arrivé des choses, mais oui, pas bah, Hervé, donc, on va ça va. pas besoin de divulguer, mais oui, ça fait Incroyable. partie de plusieurs anecdotes. C'est ça, mais il y a plein Trop bien. d'anecdotes, donc voilà, je voulais raconter celle-là parce qu'elle m'a marquée, parce que justement, on allait voir nos clients, on était super contents. Et puis, ça commençait par un gros run en plein milieu de Londres, enfin de l'aéroport de Londres. Tu m'étonnes. C'était sympa. Ça donnait le temps. Est-ce que Martin, t'es opérationnel? J'espère que cette anecdote vous a plu. En vrai, trop bien raconté en plus. Donc, Ah ouais, trop bien. mais du coup, personnellement, j'ai gagné un point. Je me sens déjà bien. Moi j'en ai J'aurais un pas aussi. pu- Hein. C'est vrai que t'avais dit faux là? J'ai dit faux aussi, moi. Ah. Mais j'avais pas Ouais. parié là-dessus aussi, moi. Mais Pas mal, pas mal. Vas-y, quand tu veux, Martin, pour lancer le quiz qui terminera finalement un peu l'émission. On se dira au revoir après. Mais restez avec nous pour aussi répondre. Parce que nous, on va jouer évidemment entre nous, mais vous êtes tous les bienvenus pour finalement prendre le titre du meilleur du chat de Lyon Game Dev ce soir. Donc, n'hésitez pas à jouer avec nous au quiz Be in the Game. Et puis, il y a du Maxi Fun. Parce que évidemment, on a 9 questions. Il y aura un seul gagnant entre nous et un seul gagnant aussi dans le chat, parce que, à part s'il y a une égalité évidemment, mais cela n'arrivera pas. Et la grosse participation de vous et du Maxi Fun, comme j'adore dire Maxi Fun. on dirait vraiment le forain là, qui fait son truc là dans les fêtes foraines. Je l'ai tourné. Ouais, vas-y, tu peux cliquer une fois. De toute façon, la page ne sera pas encore la question. Je l'ai tourné. Ouais, je sais, mais si, j'ai des animations. Je l'ai tourné sur le jeu vidéo. On a fait plusieurs essais de culture G ou autre. J'ai essayé finalement là de rester un peu dans une thématique jeu vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez bien répondre. Il y a du pas facile. On verra si vous êtes des connaisseurs ou de l'aléatoire et de la chance.
Mais non, c'était pas un quiz Mado. Trop de choses. Ouais. Bah non. Mhm. Bah, au pire, vas-y, on lance comme ça et moi je me le lance à côté. Pour la petite anecdote, du coup, pendant qu'ils discutent technique, Babayouk, il est là, en fait. Ouais, il Ouais. est juste derrière, il fait son mariole. Et tiens, comment tu fais? C'est comme ça. Je te fais un petit cœur, Rémi. Et il garde le chien pour pas qu'il vous embête trop pendant le stream. Voilà. Vas-y. Yes. Allez, c'est parti pour le quiz. J'espère que tu m'as pas tout J'ai cassé. jamais gagné un seul quiz, sachez-le. Il y a plein de quiz à Old Skull et tout, alors... Alors, Le jeu de combat Tekken est sorti en premier. le jeu de combat de Tekken est sorti en premier sur borne d'arcade, sur PlayStation, sur NES ou sur GameCube. Putain. Je vous laisse un peu de temps aussi dans le chat pour répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Le premier qui répond prend le point. Le premier qui a Moi, la je bonne dis borne réponse. d'arcade. Bah, ah oui, on fait pas d'écrit, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bado? Bah, arcade aussi. Arcade aussi. Ouais. Comme j'ai pas mes très belles animations, c'est en effet bande d'arcade. Non, C'est non, du t'inquiète. Versus Fight, ça se faisait bien en borne d'arcade. Ouais. C'est un point chacun pour Aurel et Mado. Je te laisse prendre, Aurel, juste ceux qui répondent bien dans le chat. Parce que, Ok, du coup, attends, bouge pas. Faut que je prenne un bout de papier parce que je suis pas prêt là. Ouais, il m'a pris au dépourvu là. c'est un peu en roue libre, c'est pas grave. Sarah, Vinzul et Babayouk. Fais voir. Ok. Tac. Et il y a quelqu'un qui a répondu après, mais c'est pas grave. Vas-y, tu peux lancer la deuxième question. C'est bon, j'ai pris les notes. C'est quoi, je vais le faire. Alors, laisse-moi lire. Le nom de la série GTA veut dire Burnout, conduite dangereuse, vol de voiture, la famille. Wow. Un vol de voiture. Ouais. Ouais, je vais dire vol de voiture. Ça suit quand même l'écho là, du côté d'Aurel, ça a pas beaucoup. Non, mais en fait, ouais. Non. Mais oui, parce que c'est vrai que je l'ai pas. J'ai jamais. En fait, je me suis jamais posé la question. Donc, effectivement, oui. Je dirais vol de voiture aussi, oui. Pour theft. Ok. C'est vol de voiture, en effet. Enfin, Aurélien, t'as jamais lu le titre entier? Bah, si, mais si, j'ai déjà eu le titre entré, mais j'ai jamais. En fait, mon cerveau n'a jamais fait la traduction. D'accord. Je me suis jamais vraiment posé la question. D'accord. Voilà, tout simplement. Alors attendez, je prends les points aussi. Si tu veux, je peux m'en charger. Hein. Non, ça va. Je prends le pli. Je note juste les noms de tout le monde. Ouais, faut pas que je bouge mes trucs en fait, ça bouge les slides. Ok, vas-y, tu peux passer à la troisième. C'est technique. On résoudra ça pour les prochaines émissions. Ouais. On est un peu... Parmi les jeux suivants, lequel n'a pas été adapté d'un livre? The Witcher, Resident Evil, Shadowrun, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Elle était pour moi celle-là, Nico. Hein. C'est faux. T'as quand même répondu après. C'est faux. Ouais. Non. C'est non, vraiment plus ça. Attends. C'est Resident Evil. Comment ça, il n'avait pas été adapté? Je suis pas d'accord. Attends, Assassin's Creed, c'est la suite de un Prince of Persia, quoi. J'ai la petite explication. Oh, je sais ce qu'il va dire. Vas-y. De nombreux romans Assassin's Creed ont été publiés après la sortie de chaque opus. C'est un fait. Mais saviez-vous que le premier jeu de la saga est lui-même inspiré d'une œuvre littéraire? D'après le producteur du jeu, Jade Raymond, l'univers des premiers Assassin's Creed s'inspire de la nouvelle Alamut 1938 de l'écrivain slovène Vladimir Barta. Ok. Pas l'IP, c'est vraiment le premier jeu, quoi. Désolé Sarah, on a raté. Cette histoire est elle-même imprégnée des légendes qui entourent cet endroit, bien réel et mystérieux. Voilà. Franchement, c'est pas une nouvelle, c'est un roman, fais gaffe. Ouais. Oh putain, j'ai le seum.
C'était... J'ai sauté dedans en plus. Hein. Ah bah, je sais bien. J'ai Ouais, t'es sauté pas le seul, dedans. hein. T'es pas le seul, hein. Il y en a pas mal, hein. Golgokin, Cisco. C'est personne qui l'a eu. Ah si, Il Ayuki. y a Ayuzuki qui l'a eu, oui. Ayuki. Ouais, Pas Ayuki mal. qui l'a Ouais, eu. j'en vois pas d'autres. Vas-y. J'ai juste lu la réponse Wikipédia, hein, Sarah, au cas où. Je veux pas me faire agresser. Voilà. Alors, on en est où? Oh Speedrun Oh là du là. Metroid Dread. Alors, qui est sorti très récemment. Mais vraiment très récemment. oui, bah oui, De qui est sorti combien cette semaine. est le premier record du monde? Alors, les speedrun, j'y connais rien. C'est pas du Ouais, tout moi ma non came. plus. Moi non plus. Bah, t'imagines, c'est l'anti-narrative design, quoi, le speedrun. Donc, Ouais, J'avoue. c'est vrai. Je pouvais pas mettre que des questions narratives. Est-ce que tu les détestes, les speedrunners, un peu, Mado, ou pas du tout? bah, je me dis au fond de mon cœur, c'est des gens qui ont déjà joué normalement au jeu une première fois. Ouais. Donc, je les déteste pas. C'est juste qu'ils ont une autre envie. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, Diablo, je n'y joue pas avec d'autres gens. J'y joue seul. Ouais. Ouais, 127. 127 pour Mado, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je vais dire un 98-64. Je connais pas la longueur du jeu, mais j'irais bien un 98. Dans le chat, on est bon. Je vois une personne qui a la bonne réponse parce que c'est en effet 98-33 Oh là là. qui est du coup 1h30, Ouais. 1h38 si je dis pas de bêtises, si je sais calculer. 1h38. Oh là là Ouais. là. C'est C'est impressionnant. En incroyable. vrai, et à savoir, pour le petit bonus, en plus, je me suis un peu renseigné, le mec n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il a speedrun le jeu, il n'est pas mort une fois du Wow. jeu. Quoi? Ouais. D'accord. Ah ouais. Sans mort. Enfin, c'est juste impressionnant pour un jeu qui vient juste de sortir. Coucou le chien. Mais c'est assez fou. Je te laisse enchaîner. Par contre, Aurel avait le point. Madonnant, ce qui fait 3-2. Aïe aïe aïe. L'un de ces 4 personnages n'est pas muet. Donc on a Shell dans Portal, Link de The Legend of Zelda, Nathan Drake, Uncharted ou Gordon Freeman, Half-Life. Ah Il n'y en a putain. qu'un seul qui n'est pas muet. Ouais, Ça ça me sent. ouais, ça Il y en a me un fait qui piège à piège. plein nez. Ouais. Alors, j'ai pas joué à Portal et à Half-Life, donc. Moi, j'ai pas joué à Half-Life, mais j'ai vu des streams. Après, Nathan Drake, j'ai eu beaucoup de Attends, mais. retours sur. Ok. Ok. Je vais vous attendre une réponse de vous. Non, mais c'est Nathan pour moi. Mado, il faut faire un choix. Ah, je sais Mado, pas. c'est maintenant. Gordon Freeman. Voilà, C'est malheureusement Nathan Drake. En fait, j'ai mal lu la question. Je pensais qu'il y avait qu'un seul personnage qui était muet là-dedans. Et bah non, mais sinon j'aurais su tout de suite. Avec mes belles animations faites à la main. Alors attendez, parce Moi, que je je suis prends les obligé. points là. Attends, Yes. effectivement, Nathan Drake, ça peut être un bon moyen de parler de narrative design. Nathan effectivement. Drake est un gros souci aujourd'hui dans la création de personnages sur faire un personnage cool, sympa, charismatique et en même temps un assassin tueur en série fou, enfin pas un tueur en série mais qui Pas tue loin. des gens de sang-froid mais qui est super cool et qui fait sa petite blagounette quand il faut, comme il faut bien quoi. Qui est Clairement. proche de sa famille, quelqu'un d'aimant mais qui tue des gens. Là, typiquement, on a un problème entre GD et création de personnages. Voilà. Ok. Non mais oui, effectivement, c'est vrai que ouais. Vu comme ça, c'est qu'il peut poser problème, ouais. Il peut poser problème. Alors juste pour l'instant, dans le chat, on a Sarah qui est en tête avec 4 points. Bon, Oh là là. elle est au taquet. Yes. N'hésitez pas à fermer le chat aussi, vous deux, là. Je vous vois jeter des coups d'œil de temps en temps. Ça influe les réponses. Bah, moi, c'est pour surveiller les réponses, donc. Oui, bah tu peux le faire après la question. Hein. Bah oui. Quand Alors. le premier jeu en 3D sur PlayStation est-il édité? 2008, 95. 1853, Ouais. 1995, 95. 1900.
1989. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. 95. Vous avez tous les deux répondu. En effet, 1995. Ouais, 2008, on a déjà la GameCube, donc Je j'avais déjà sais. la génération PlayStation 1 avant. 2008. Vous pouvez avoir peut-être une petite dissonance avec 1989, mais Pas Oh déconner. bah quand même. bon, ils l'ont tous. Ouais, bah oui, il y a personne qui a répondu faux là, honnêtement. Yes, C'est quand je suis né, idem. de la 3D. 7e question. L'idée de base de The Last of Us a été développée après que ses créateurs aient visionné un documentaire Planète Terre sur les fourmis, un documentaire Apocalypse sur la guerre, un documentaire sur l'impact écologique de l'homme ou un documentaire sur la politique mondiale. Sur les fourmis, me dit quelque chose, moi. Ça me parle. Je crois que c'est les fourmis. L'écologie ou les fourmis, mais ça doit avoir à peu près le même sens. Moi, je vais répondre l'écologie, mais alors j'en sais rien du tout. Vas-y, les fourmis. On valide. Dans le chat, ça va vite aussi. Tous les participants ont l'air d'avoir répondu. Ça connaît, hein, ça connaît parce que en effet, c'est les fourmis. Yes. J'étais assez surpris. J'ai pas creusé l'histoire, je vous avoue. Donc, Alors je vais Sarah pas nous vous- dit que c'est les fourmis zombies. Donc Mais, je pense qu'il doit y avoir des fourmis zombies, ça doit exister, mais... ouais, Ça existe. Ouais. mais Non, du mais il coup, se passe des trucs terribles chez les insectes. Hein, faut pas regarder, ça fait peur. Est-ce qu'on est tout bon? Allez, Ouais. 8e question et avant-dernière question. Oh. D'ailleurs, hop, ok, c'est bon, j'ai. La série Silent Hill est adaptée d'un livre, adaptée d'un film d'animation, Un film. n'est pas Ouais. une adaptation. Film. Film. Vous avez donné vos 2 réponses, j'attends un peu dans le chat. Pardon. Ça aura une petite réponse avant que je donne. Quand même, si t'es en tête, je te laisse un peu le temps. En vrai. Et ça donne la bonne réponse, en effet. Ce n'est pas une adaptation. Wow. Ce n'est pas une Ok. adaptation. Ok, bah vous êtes balèze. Vous êtes casse-pied. C'était le petit piège. Ce qui nous amène à la dernière question, la 9e. Oh. Le créateur de Zelda a choisi le nom de la princesse pour faire référence à la femme de quelle personnalité? Tu parlais des personnages, de créer finalement un personnage Tu sur sais que c'est la fille de Robin Williams qui s'appelle Zelda. Robin Williams, Francis Scott Fitzgerald, Jean-Luc Reichmann ou J.R. Tolkien. Non, mais Jean-Luc Reichmann, quoi. Vraiment. Allez le mettre. Vraiment. J'en sais rien du tout, moi. Je sais qu'il y a la fille de Robin Williams qui s'appelle Zelda, mais c'est pas sa femme. Donc, et heureusement, ce qui est très bizarre. Tolkien, je sais pas s'il avait une femme. Je pense pas. Jean-Luc Reichmann. Bah voilà, ton petit Je va pour dirais la par Francis élimination. Scott Fitzgerald, ouais. C'est vraiment par pure élimination. Hein. Pas du tout par savoir. Je suis désolée si je déçois des gens. Ta réponse, Aurel? Bah je vais suivre aussi honnêtement parce que là, Oh là je sais là. pas. C'est plus par logique, hein, mais. Ouais, Donc, on est sur Francis Scott Fitzgerald. ouais. C'est en effet une bonne réponse. C'est une bonne réponse c'est un écrivain américain et c'est celui qui a écrit le Gatsby le Magnifique, qui Ok. fut un succès planétaire Mm. et qui fut adapté évidemment de nombreuses fois au cinéma, à la télévision ou sur scène. Et du coup, c'est assez fou de prendre quand même comme personnage en référence la femme de quelqu'un, mais trop cool. Bah, sur Amber's Airline, elle s'appelle Amber parce que c'est le nom de ma meilleure amie. Ah, Waouh. Incroyable. Quand t'as cette référence-là dans un jeu vidéo, tu peux être fier. Hein. t'imagines? Tous Ouais. les jours, elle se dit moi j'ai mon jeu. Ouais. T'as fait quoi dans la vie, toi? C'est ça, le copilote de Amber's Airline. Donc, il y a un pilote, et puis d'un coup, en fait, au milieu de la prod, on s'est dit c'est bizarre, on n'a qu'un pilote. Il manque un personnage, en fait. On pilote jamais tout seul.
Et d'un coup, en fait, un peu à l'arrache, on a rajouté un copilote et on savait pas trop quoi faire et on a pris le scriptwriter. On a vraiment pris son image et on a fait un modèle 3D de scriptwriter Oh, et on a changé son nom, quoi. Donc, c'est une petite anecdote comme ça aussi, c'est enfin, des fou. fois, vraiment prendre des gens autour de soi, quoi. C'est Bon, incroyable. on a une égalité entre vous deux. Va falloir qu'on C'est trouve une beau. solution. On peut pas rester Mais sur des égalités. comment c'est possible qu'on soit à égalité s'il y a 9 questions? Bah Bah, oui. vous répondez, si c'est que vous répondez faux ou pas, Ah c'est un ouais, nombre de ouais, points. Il faut qu'on adapte, mais on va y réfléchir. Mais en tout cas, voilà, entre vous deux, c'est une égalité, donc ça reste Bah, c'est pas de beau. gagnant, mais c'est pas de beau. gagnant. Ouais, Le seul gagnant, c'est Martin qui est en régie. voilà. Et niveau des scores des viewers, Niveau des qu'est-ce que scores ça des donne? viewers, en fait, c'est Sarah qui a remporté. C'est Ah là Sarah là. qui a remporté. Ouais, Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas quand même. Moi, j'ai vu des bonnes réponses d'Ayuki 57 là. Ouais, Il était quand même proche. Hein. Sarah a chopé 8 points, Ayuki a 6 points. Mais en fait, Ayuki est troisième parce que devant, il y a Cisco qui, lui, en a 2, 4, 6, 7. Waouh. Donc c'est ça. Eh ben, félicitations. Merci à vous d'avoir participé au quiz et d'avoir joué le jeu aussi. J'espère que, en tout cas, ça vous plaît. On va essayer de le travailler un peu plus, de le rendre ça aussi un peu plus présentable en live. Mais félicitations à vous aussi pour tout ça. Je pense que tu peux repasser sur les scènes, Martin, des classiques. On arrive un peu sur la fin, on déborde un peu, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé cette émission. J'espère que vous aussi. Ouais. J'espère que vous aussi en live, vous avez bien aimé cette émission. L'idée, pour rappel, avant de clôturer, je voudrais aussi faire un grand merci du coup à l'association Lyon Game Dev qui nous aide, en tout cas qui nous permet de faire cet événement, de le partager sur les réseaux, de vraiment créer quelque chose qui est pour moi important, le fait d'aller vraiment discuter un peu plus métier au jour le jour avec des personnes qui sont expertes dans leur domaine aussi, donc en tout cas qui sont passionnés par ça et c'est vraiment toujours intéressant. Merci à Martin, à la régie, qui a fait un gros taf malgré les quelques problématiques, qui a su réagir et c'est vraiment, vraiment cool. Encore merci Martin pour toute ton aide. Merci à Stéphane qui a fait tous les overlays, tout ce que vous voyez bouger derrière moi, en fait tout. C'est une pépite, c'est vraiment encore merci Stéphane Le Breton qui nous a vraiment aidé là-dessus à vraiment structurer le stream et à faire des overlays de qualité. Merci à toi Aurel pour toute l'aide et l'interview que tu as pu faire. Merci à toi Mado pour ce soir et ta participation. J'espère que tu as passé un bon moment, tu étais quand même moins stressé, ça a été. Oui, bah, merci beaucoup. C'était vraiment super sympa, c'est très chill. Vu le format de l'émission, c'est sympa. On peut raconter tout ce qu'on veut. Et puis vous êtes très curieux de ce qui se passe, donc c'est cool. Vous avez des questions très pertinentes et intéressantes qui sortent un peu des clichés, donc ça fait plaisir. Et puis le chat, c'était bien sympa aussi, donc C'est ça, merci c'est à vous. ça. Merci à tous. On a été une petite vingtaine toute la soirée, c'était vraiment sympa. Merci d'avoir interagi, merci d'avoir posé des questions, d'avoir été là, de nous avoir écoutés aussi. Du coup, l'idée, c'est que nous, on continue ce format. On est parti sur des interviews toutes les 2 semaines. Donc, la prochaine sera le 28 octobre. Pour être très honnête, on n'a pas encore choisi qui ce sera. Ça arrive, on est sur le dossier. Donc, je ne peux pas vous teaser. Mais en tout cas, voilà, c'est l'idée jusqu'à Noël pour la première saison. 6 interviews. Donc, la première a commencé par Mado. On va enchaîner toutes les 2 semaines à peu près jusqu'à Noël. Et ça nous donnera en tout cas le format de la première saison. Je compte sur vous tous pour être avec nous pour la suite, de vous revoir dans 2 semaines. En tout cas, voilà, c'était très sympa. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, mais merci encore et passez une excellente soirée. Moi, je vais juste rajouter, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter surtout. Si vous avez des questions, vous allez aller un peu plus en profondeur avec moi sur des questions. Si vous avez des besoins aussi, je suis
je parle aux gens, voilà. J'ai pas de problème pour ça. Je suis pas encore trop sous l'eau pour éviter ça et du coup, ouais, n'hésitez pas si bah, je vois notamment, bah, Yuki qui cherche, des stages ou ce genre de choses, qui a des questions peut-être sur le métier. Moi, je suis toujours contente d'en parler parce que justement, c'est pas un métier connu comme on a pu voir. C'est pas un métier qui est évident à expliquer, ni à faire vendre en fait, sur le marché du jeu vidéo. Donc, avec grand plaisir, toute personne qui tape, Mado, je crois que sur Twitter, c'est Mado X Olv, parce que Mado Olvoet était déjà pris, incroyable, mais c'est vrai. Du coup, voilà, je serais ravie de discuter avec vous. Et comme mot de la fin, je vous dirais, à chaque fois que maintenant vous allez jouer à un jeu, s'il vous plaît, demandez-vous pourquoi. Et dites-vous qu'il y a une part de narrative design là-dedans. Et ne skippez pas les cinématiques, s'il vous plaît. Il fait pas la cinématique. Ce mot de l'amour à la fin, vraiment, on a senti vraiment de l'amour dans le travail. C'était trop Non, fort. c'est du travail de beaucoup de personnes. Bref, on va pas repartir. Ouais. Merci beaucoup. Tu peux clôturer, Martin. Merci à tous et passez une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée!